Salut tout le monde, épisode 14 aujourd'hui avec Alain Curodo, un des professeurs qui est vraiment le plus apprécié à l'Université Laval. Ça a été un super bel épisode. Avant de commencer, je suis encore avec Paul aujourd'hui, puis je pense que la dernière fois, on n'a pas eu la chance de te présenter, Paul. Fait que c'est là, t'as un petit 30 secondes de gloire pour toi. Là. Bonjour à tous, fait que moi je m'appelle Paul Fugère, je viens de la Gaspésie, plus précisément de Carleton-sur-Mer. J'ai 23 ans, j'ai fait une technique en architecture avant de décider de me réorienter vers le génie mécanique. Puis là, je suis à ma première année de bac. Je suis aussi dans le projet du Mini Baja. Puis récemment, j'ai été recruté aussi dans le projet du podcast Entre Génies là, par Jérémy. Il est occupé, le Paul. Là, puis, ouais. Si vous voulez le voir, honnêtement, passez à l'atelier au Baja, là, il devrait être là en train de souder quelque chose. Ou dans le local, en train d'essayer de finaliser l'étude pour un examen un petit peu à dernière minute. Comme d'habitude. C'est ça que ça fait, hein, quand on est trop occupé. C'est le prix à payer. Fait que sinon, c'est ça pour Alain Curodo. Vraiment, là, ça a été un podcast qui a été incroyable. Pour ceux qui ne savaient pas, Alain il est allé au MIT. Il a fait des projets vraiment incroyables là-bas. Puis justement, il a eu la chance aussi de jouer au hockey dans NCAA. Puis rester là pour l'histoire, ça vaut vraiment la peine. C'est assez incroyable. Il n'avait jamais joué dans une équipe de hockey avant. Puis il a réussi à jouer NCAA au hockey MIT. Bref, c'est assez fou. On a parlé aussi de ses cours, fait que, mécatronique pour l'avoir fait. Puis justement, sa philosophie derrière ça. Pour ceux qui n'ont pas fait ses cours, Alain, c'est toujours des compétitions à la fin. Là, fait que si vous avez la chance de les faire, ça vaut quand même vraiment la peine. Puis il y a aussi un autre cours qui est fabrication assistée par ordinateur, que c'est plus, admettons, des automates industriels, des machines CNC pour usiner, puis c'est de comprendre ça vient de où ces machines-là. Puis sinon, Paul, c'était... Ben tu sais, on a parlé pas mal d'impression 3D, là. Je pense que c'est vraiment ce qui résume le plus ses projets de maîtrise puis de doctorat. Mon doctorat, c'était chez Johnson & Johnson, là. C'est quand même une grosse compagnie, là. C'est pas rien, là. Puis après ça, il y avait son projet Atlas aussi, là, qui est du formage incrémental de taulerie. Ouais, exact. C'est lui qui fait ça à l'université en ce moment. C'est assez fou, là. J'ai été dans le prototypage rapide, même son projet de doc, il faisait des prothèses pour des hanches qui étaient en impression. C'est assez... Peut-être que nos grands-parents ont des prothèses qui sont faites par Alain, là, indirectement. Ouais, exact. Non, fait que c'était vraiment un super podcast. Fait que sur ça, on vous souhaite une excellente écoute. Bonne écoute. C'est beau, ça tourne. On est en onde. Cette semaine, Alain Curodo, en tout cas, moi, des professeurs que j'ai côtoyés énormément dans la dernière année, pour qui j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je pense que ça en a été pareil pour énormément d'étudiants à qui j'ai parlé. Fait que, Alain, bienvenue sur la plateforme Angénie. On est super content de te revoir. Ça fait plaisir d'être ici. Puis, on commence toujours avec notre fameuse question signée Angénie, on va dire. Là. Puis, c'est de commencer vraiment avec ton parcours. Fait que tu as grandi où, ta famille, ton école secondaire, cégep, université, sport. Fait que vas-y, promène-nous à travers la ligne du temps de ton histoire. Ben, on va commencer avec mon nom. Donc, Curodo, c'est pas très commun. Donc, ça fait une douzaine de générations qu'on est ici. Donc, demandez-moi pas ce que mes ancêtres ont fait pour qu'on se soit pas multiplié autant, là. Mais j'ai 5 enfants, moi. J'essaie de régler le problème. Okay. Mais c'est ça. Donc, les Curodo, sont arrivés... C'est des pilotes de bateaux. Puis ils sont arrivés en Gaspésie. Mais les dernières générations, ils sont installés à l'île d'Orléans. Puis donc, c'était des cultivateurs. Donc moi, je viens d'une famille... Mon père, c'est une famille de cultivateurs. Ma mère aussi, dans Bellechasse. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis la première génération universitaire de ma famille. Donc, mes parents, il y avait l'éducation à cœur. Puis, c'est ça. Donc, ils m'ont encouragé à aller plus loin, mais pas aussi loin que je suis allé. Donc, au secondaire, mes parents, donc, ils ont mis de leurs économies pour nous envoyer étudier. Donc, ça a commencé là. Puis ensuite, moi, j'ai toujours eu l'intérêt pour le génie mécanique, la mécanique en général. Là, je faisais dans ce qu'on appelait dans le temps un taco, là. Donc, j'ai fait des tacos, des avions téléguidés, des bateaux, des voiliers téléguidés. J'ai tout fait téléguidé. Ah ouais! Donc, tu revenais dans l'avion cargo avec nous autres et nous donnais un petit coup de main. Moi, quand je vois ça me rend nostalgique. Mais je trouve que vous travaillez bien aussi quand je vois les avions. Là. Il nous manque ça comme projet, le bateau étudiant. Ouais. Ah ben non, il y a le canot de béton. Il restait qu'à mettre un moteur dessus. Il n'est pas téléguidé. Mais donc,
depuis mon tout jeune âge, je savais que j'allais aller en génie mécanique. Ça, c'était clair. J'ai été chanceux pour ça. Donc, je me suis jamais posé de questions. Puis, puis moi, j'ai demeuré à côté de l'Université Laval. Mes parents, quand ils ont acheté la maison, ils se sont dit, nous, ils se sont dit entre eux autres qu'on aimerait que nos enfants aillent à l'université. Ils se sont installés la rue à côté de l'université. Donc, moi, j'ai vécu à côté. J'ai fait mes 100 coups proche d'ici. Donc, c'est ça. Donc, moi, c'était comme un naturel d'aller à l'Université Laval. Puis en génie mécanique. Donc, j'ai commencé, je suis allé en génie mécanique. Puis, mais quand j'ai terminé génie mécanique, j'ai eu des très bons cours, mais j'avoue qu'ici, une des lacunes qu'il y avait, c'était l'électronique. Mais moi, pour remonter un petit peu avant ma décision d'aller en génie mécanique, effectivement, j'ai hésité, pas tant que ça, mais entre actuariat, génie électrique, génie mécanique. Puis, aux portes ouvertes, j'étais allé voir ces 3 départements-là. Puis, au fond de moi, j'avais un intérêt au génie électrique. Mais je trouvais que le génie mécanique permettait plus de possibilités. Fait que je suis allé en mécanique avec un intérêt électrique, mais j'ai pas été satisfait de mes cours en électronique, en génie mécanique. Donc, en finissant mon cours, je me suis dit, j'aimerais ça être meilleur en programmation, en électronique. Puis dans le temps, il n'y avait rien de vraiment développé ici. Le monde codait-tu déjà, mettons, un peu sur leur ordinateur, tu sais, des scripts MATLAB ou je sais pas trop, tu sais, c'était-tu un peu démocratisé ou vraiment tout ce qui était programmation, c'était zéro? Pas de MATLAB, puis je veux dire, c'était un autre monde. Là. Juste un peu avant moi, on programmait avec des cartes, des cartons. Ton programme, c'était une pile de cartons que tu rentrais dans un ordinateur. J'ai pas vécu ça, mais c'était juste avant moi, 1 an, 2 ans avant moi. Puis nous autres, les ordinateurs, c'était écran noir, lettre verte. Là. C'était la grosse base. On apprenait le Fortran. Mais je voyais que j'avais un intérêt pour la programmation. Mais c'était vraiment pas développé ici. Le CAD, là, ça commençait à peine. Ah ouais. C'était, tout était dessiné à la main, dans le fond. On faisait tous nos cours de dessin, c'était tout à la main. 100%. Y avait-tu déjà un machine shop à l'université? Il y avait un machine... Ça, c'est une tradition, ça. Okay. Ici, en mécanique, on a une des machine shops, je pense que, en tout cas, dans le Canada, dans une des belles, des beaux ateliers, je veux dire. Ça a toujours été ça. Parce qu'ici, il y a une tradition que j'ai pas connue, moi, ou la fin que j'ai connue, mais c'est une tradition aéronautique. Il y avait des profs très, très bons en thermodynamique, en aérodynamique, tout ça, puis il y avait de la recherche, donc ils se bâtissaient des montages ici, là, depuis longtemps. Donc, c'est une tradition qu'on a continuée, que, comme on voit, on a un super bel atelier, qu'on se compare, là, on se console. Ouais. Puis ça, fait que là, si on se remet un peu sa ligne du temps, tu disais, dans le fond, t'as fait ton bac ici, ouais. Puis là, toi, tu disais qu'il te manquait des bases c'est ça, en là, électronique. Il manquait des bases. Puis là, en finissant aussi, c'était pas un bon temps pour finir. C'était, il y avait pas beaucoup d'emplois. Les bons emplois intéressants étaient tous à Montréal. Puis moi, j'avais un intérêt de rester à Québec. Je suis allé passer des entrevues à Montréal, j'avais des emplois, j'aurais pu avoir un bel emploi. Puis mais à Québec, là, juste pour vous donner un exemple, un de mes amis, là, il conduisait un chariot élévateur dans un entrepôt, là, avec son bac en génie mécanique. Donc, ça allait pas bien dans ce temps-là. Fait que là, je me suis dit, ou bien je vais à Montréal, ou je pense aux études graduées. Puis là, je me suis dit, moi, je fais pas des études, moi, je pourrais dire, si j'ai fait, il faut que ça vale la peine. Ouais. Fait que là, je me suis dit, je vais à McGill ou au MIT. Ouais, c'est le home run ou c'est rien. C'est ça. Moi, si ça passait pas, j'allais à Montréal, j'allais travailler. Puis j'ai été accepté aux 2 places. Y a-t-il quelque chose dans ta candidature, tu penses, qui est ressorti plus que les autres? C'est peut-être qu'il y en a en ce moment qui vont nous écouter, qui vont dire comment aller au MIT. Toi, justement, ça s'est il y a une façon d'aller au MIT. Okay. Puis c'est surprenamment, les autres, ils cherchent pas nécessairement tu sais, dans le temps, les notes, c'était sur 5. Là. Ils cherchent pas nécessairement le 5 sur 5. Même, ils rejettent des candidatures 5 sur 5 parce que ils cherchent quand même quelqu'un de relativement équilibré. Mais c'est tout un peu des déséquilibrés qui sont là-bas. J'en ai fait partie. Mais déséquilibrés dans le fait
qu'on travaille fort puis qu'on néglige peut-être d'autres aspects de la vie là, pendant un certain temps. Mais non, mais ce qu'ils regardent, eux autres, c'est un peu la fibre entrepreneuriale, l'étudiant. OK. Parce que pour une université de ce niveau-là, ce qu'ils cherchent, eux autres, c'est quelqu'un qui va les représenter une fois qu'ils vont finir. Puis que s'ils partent d'une entreprise ou s'ils travaillent dans une université, ben que ça va refléter sur eux autres par la suite. Donc, moi, j'ai toujours voulu partir d'une entreprise. Puis c'est ça que j'avais raconté dans ma lettre, parce qu'il faut écrire une lettre d'intention. Puis je pense que c'est ça qui les a convaincus que, tu sais, ben j'avais de l'ambition, puis qu'ils voyaient que je voulais faire une entreprise. Puis les autres, quand ils voient entreprise, ils voient que tu redonnes de l'argent par après. Ouais, c'est de même que ça fonctionne aux États-Unis. Puis puis ceux qui vont dans les universités américaines, les Américains en général, sont très généreux avec leur université par après. Ils donnent de l'argent. Là. Je pourrais vous raconter des histoires là, de mes coéquipiers au hockey, là. Ben, je vais le dire. Moi, c'est ça. Parce que justement, je trouve la suite est super belle. Ça mène quand même vers ça, le MIT. T'avais-tu mentionné que t'étais bon au hockey? Est-ce que t'étais super bon au hockey ici? Ouais, ou... mais ça, c'est une autre histoire surprenante, là. Moi, mes parents, ils mettaient l'emphase sur les études, mais pas sur le sport. Fait que j'ai jamais fait de sport organisé de ma vie. Ben non. Ouais. Avant d'aller jouer au hockey là-bas, c'était la première fois. Moi, je jouais dehors. Mais on jouait 20 contre 20. Fait que là, ce qui s'est passé, mais je devais avoir un certain talent de base, là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un bon samedi soir, moi, je suis allé patiner là-bas. Le patin libre, là. Puis, il y avait la glace était pleine. Puis, je patinais à peu près 3 fois plus vite que tout le monde qui avait là. Puis, je passais à travers tout le monde, y compris les joueurs du MIT de Varsity. Puis là, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est allé parler au coach. Il dit, lui, ça nous le prend. Là, le coach, il se met debout sur la bande pendant le samedi soir. Puis il me dit, viens ici. Il me dit, ça te tente-tu de jouer au hockey, toi? Et je dis, j'aime ça, là, mais j'ai jamais vraiment joué. Il dit, viens essayer. Puis là, je dis, essayer quoi? Il dit, c'est le varsity team, là. C'est ça, l'équipe de l'université, le Rouge-Or, là, l'équipe de Rouge-Or. Je suis allé essayer. Là, il n'avait pas catché que j'étais Québécois, Canadien. Puis là, il dit, bon, accueillons Alain. Il m'appelait Ilan de la Tchécoslovaquie. Puis je fais scrimmage, c'est une partie hors concours. Je compte 3 buts. Puis ils m'ont dit, Alain, veux-tu rester avec nous autres? Fait que j'ai joué au hockey varsity à NCAA, disons 2-3. Puis ça, c'est au début, quand t'es arrivé, mettons, tu sais, parce que là, quand t'es arrivé là, tu devais pas avoir un ami, là, je veux dire, tu devais pas connaître de monde au MIT. Je connaissais personne, sauf que moi, j'habitais dans un building, un dortoir international. Okay. Là, il y avait du monde entier, là, dont d'autres Canadiens, dont un Québécois. Un grand gars de Rimouski, un grand fermier. Ah ouais? Mon bon ami Robin. Qui est rendu doyen de l'Université de Massachusetts. Là. Donc, lui, je l'ai rencontré dès le début, puis ça a été mon ami pendant... encore maintenant, là, mais pendant les 5 ans, on était amis ensemble. Là. Puis t'es-tu resté proche aussi des gars avec qui tu jouais au hockey, tu sais? Oui, mais moins proche. C'était du genre des gars de fraternité, ça. Je sais pas si vous êtes familier avec les fraternités. Oui. Donc, il m'invitait dans les fraternités, mais là, je vous dirai pas tout ce qui se passe. On veut pas savoir. C'est pas toujours chic. Mais on n'était pas... c'est mes amis, quand même, mais c'est des amis d'un autre niveau. C'est pas... Le point commun, c'est le hockey. C'est pas des projets d'études. Non, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais je suis très content de les avoir connus parce que ils m'ont... Juste pour vous dire, par après, j'ai joué au hockey en revenant ici dans toutes sortes d'équipes, là. Mais l'équipe qui m'a le mieux accueilli là, toute ma vie, là, c'est eux autres. Ah ouais. Donc, est-ce que tu étais le seul joueur international que Non, il y avait un gars de l'Alberta. OK. Il y avait un gars de l'Ontario. C'est ça. Donc, fait que c'était pas si international que ça, non. Inter-Amérique. Mais il y avait des gars de partout, là. Minnesota, Wisconsin, New York. C'est une équipe de partout, là. Mais j'avais quand même des compatriotes avec moi, là. Puis quand t'es arrivé là-bas, savais-tu ton projet ou ben tu t'es fait ta petite étoile comme hey salut, ça c'est l'autre chose, ça. Ça c'est là je vous dévoile mes secrets là.
moi, j'avais des bourses ici, mais elles n'étaient pas suffisantes pour aller au MIT. Fait que ce que j'ai fait, il a fallu que j'emprunte l'argent. Donc, j'ai emprunté l'argent, puis là, j'étais prêt à emprunter l'argent qu'il fallait pour faire la maîtrise. Puis là-bas, dans le temps, c'était 40 000 par année. Donc, maintenant, c'est peut-être 70. C'est peut-être 70 là, par année. Fait que j'emprunte l'argent, mais je ne connaissais pas le système. C'est la façon que ça fonctionne dans la plupart des bonnes universités américaines, c'est quand tu arrives là, si tu peux travailler dans un laboratoire, ils vont tout te payer. Ta scolarité, un salaire, tout. J'ai réalisé ça en arrivant là. Fait que j'ai appliqué dans 3 labs, j'ai eu 3 offres. Oui, c'est bon, OK. Fait que là, tous mes prêts, j'ai tout retourné ça. Puis même, ils sont vraiment chics. J'avais déjà payé ma première session, ils me l'ont remboursé. Ah, ouais. Les Américains, là, sont chics. Ils ont été chics avec moi, en tout cas. Oui. Fait que là, j'avais 3 labs qui m'engageaient. Puis il y en a un qui me... Ben moi, au début, je voulais aller en robotique. Parce qu'ici, la robotique, ça n'existait pas encore ici. Puis c'est ça qui m'attirait. Mais en arrivant là-bas, je me suis aperçu que dans les 3 projets, il y en avait un en robotique, mais ça avait l'air très théorique. Puis il y avait un prof en fabrication qui, lui, m'offrait même 2 sujets, dont l'imprimante 3D. Puis un autre, c'était programmer une partie de CAD, là. Programmer une partie de CAD. Donc, je lui ai dit, il m'a dit, c'est quoi tu préfères? J'ai dit, l'imprimante 3D. Puis il dit, bonne réponse. C'est ça qu'il avait besoin. Ouais, il m'a engagé tout de suite. Tu sais, genre, imprimante 3D, mettons, moi, ça fait peut-être 7 ans, mettons, que, tu sais, je suis rendu, je vais pas dire familier avec ça, mais tu sais, que ça fait partie de quelque chose qui est plus farfelu, mais avant, tu m'as dit imprimante 3D, je t'aurais dit... Quoi? C'est intimidant. Hein? Ça fait 30 ans, là. Il y a 30 ans, il n'y en avait pas. C'était 0. On était les premiers, là. Dans les premiers, il y a 3D System, il y a Stratasys, puis il y a nous autres. On était 3 dans le temps à travailler sur différentes façons de faire de prototypage rapide, là. Puis le terme imprimante 3D, c'est mon prof qui l'a inventé. Il se l'est fait voler, là. Il aurait dû le breveter, mais c'est lui qui l'a inventé. Parce que nous, on s'appelait 3D Printing. Parce que nous, c'était vraiment de l'impression. Puis, c'était avec les gouttelettes, là, parce que je suis allé rapatrier la thèse de Doc. Là, puis... Mais ça, c'était maîtrise et Doc, les gouttelettes, ou c'était juste maîtrise? Maîtrise, c'est ça, j'ai quelques autres anecdotes pour ça. OK. Non, mais on est là pour ça, là pour ça. C'est que là, il me dit, Alain, je t'ai engagé. Puis il me dit, mais on n'a pas de machine. Fait que là, il me dit, ça nous prend quelqu'un qui fait le contrôleur de la machine. Contrôleur, ça veut dire programmation puis électronique. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure où j'en étais. On va aller acheter des ouvrages de référence puis on va lire ça. Donc, ce que j'ai fait, je voulais absolument faire ma contribution, même si je n'ai pas dit que j'avais presque pas de compétences dans ça, mais j'avais de la volonté. Fait que je sais pas si vous connaissez ça, les livres, c'est les livres de Texas Instruments, les livres jaunes, là, de pièces d'électronique, là. Je suis familier avec les catalogues sur DigiKey puis tout, moi, mais mettons, mais avant, là, toutes les datasheets, là, c'était des catalogues. C'était des catalogues. J'avais une pile, là, peut-être de 2 pieds de haut, là. Ce que j'ai fait, là, j'ai pris c'est comme des bibles, là. J'ai feuilleté les pages, là, je voyais que tel chiffre, il fait quoi? Je regarde, OK, il fait ça. Donc, je peux faire ça. Ah, OK, tel autre chiffre fait ça. J'ai fait ça pour pas mal de... J'ai appris par moi-même. Ouais. Mais j'ai pris des cours aussi. De là-bas, j'ai pris un cours qui s'appelait Smart Machine. Donc, il nous apprenait à programmer des microcontrôleurs, mais de base, là. Puis, d'ailleurs, j'ai fait une imprimante à jet d'encre dans ce cours-là. Donc, j'ai appris avec le professeur de M. Durfee dans ce temps-là à faire le contrôleur d'une imprimante. Puis, j'ai répliqué ça dans mon lab, faire un vrai contrôleur interfacé. Puis, même mon prof me disait, il fallait faire une interface entre le CAD puis les commandes machines, les G-codes, là. Oui. Puis il me dit, Alain, on va aller demander ça à du monde en génie logiciel. Il me disait, tu connais-tu ça? Je disais non. Mais il y avait un autre professeur de génie des matériaux. Il dit, pourtant, ça ne doit pas être si difficile que ça, prendre un fichier STL, ça c'est des triangulations, là. Puis de faire des commandes machines. Il dit, Alain, tu devrais être capable de faire ça. Puis là,
Là, j'ai dit « Oui, oui. » Et j'ai appris le C par moi-même. Hey, Fait que c'était peut-être une erreur, mais Ah ouais, j'ai fait des erreurs, oui. J'ai travaillé fort, là. Mais j'ai programmé un slicer de STL. Ouais. Puis quand j'ai montré ça à mon prof, là, je crois que je l'ai impressionné. Parce que là, il dit « Hey, t'as fait l'électronique, t'as programmé une machine, puis là, tu me fais slicer. » Là, il m'amenait partout après ça. On allait... par exemple, lui, c'est un... Comment je pourrais dire? C'est un vendeur. Donc, il m'a amené chez Ford, chez GM, puis faire des pitchs de vente pour amener de l'argent dans le lab, tout ça. Puis, on a eu de l'argent. Donc... C'est là qu'on voit quand la recherche est capable de faire converger ça à des choses qui ont des résultats, là, normalement. Il y a de l'intérêt qui se crée autour de ça. Moi, c'est ça. Moi, je suis comme une attitude, je veux pas dire, un peu cowboy. Tu sais, j'avais pas les compétences. J'étais allé chercher par moi-même. C'est ça qui me manquait ici. Puis, j'étais allé chercher là-bas, mais par moi-même là-bas. Mais quoi que j'ai eu des cours aussi. Mais j'ai jamais eu de cours de C. Ah, ouais. Non, jamais eu de cours de C. Tu sais, c'est ce qui est drôle, c'est que, tu sais, mettons, moi, maintenant... J'enseigne le C. Tu sais, maintenant, avec YouTube, tu sais, j'en parlais avec d'autres invités sur le podcast, tu peux tout apprendre sur YouTube. Maintenant, c'est capoté. On n'avait pas ça, nous autres. Puis, tu sais, dans le temps, c'est ça, là, dans le temps, si tu rouvres une brique, puis c'est page par page, puis il faut que tu trimes l'information, tu sais, ça t'apprend... Puis, en passant, moi, j'étais là au balbutiement de l'Internet. C'est vrai. Les premières années, il n'y avait pas d'Internet, zéro. Puis, ça faisait 2 ans que j'étais là. C'est Mosaïque que ça s'appelait. Mosaïque est arrivé. Puis là, c'était la révolution. Là, il y avait même des parties au MIT où les gens, ce qu'ils faisaient, ils montraient les sites intéressants, les sites Internet qu'ils avaient trouvés, parce que c'était rare d'en trouver. Je comprends. Fait qu'ils se montraient ça dans des parties. Ah, ouais. Tu sais, c'est fou, hein, quand tu penses à ça. Tu sais, le début des adresses IP, tu sais, que vraiment, c'était comme... Ah, ouais, c'est... Vous deviez même pas... Ben, tu sais, je t'inclus un peu là-dedans, mais vous deviez même pas savoir quoi faire avec ça, tu sais. Au début, non. Pourquoi, tu sais, une page, tu sais, je dis... non. Tu sais, c'est impensable de dire, hey, on va mettre tous nos comptes de banque là-dessus. Quelqu'un se dit, non, c'est impossible. T'es tombé sur la tête, tu sais, mais maintenant, c'est comme... Alors que maintenant, on dit, lâche ton sel puis sors dehors, là. Ouais, c'est ça. C'est pas si loin que ça. Puis, tu sais, que là, je vais te dire quelque chose, c'est peut-être pas rapport, mais c'est pas loin, ça. Puis, tu sais, mon père, il allait à l'église en cheval. Ah, c'est capoté. Tu sais, Ça, c'est fou, raide. En pas longtemps, la société a vraiment évolué. C'est juste ça que... Tantôt, on y repassera justement, là, parce que ça fait un super beau segment vers rester à jour avec la technologie, mais je trouve qu'il en reste un petit peu plus à creuser avec le parcours, le MIT, tout. C'est tellement unique, il y a tellement pas beaucoup de monde qui passe par là. Ça, c'est ça. Admettons, comme toi, tu as eu ton projet de maîtrise au début, puis après ça, comment est-ce que ça a convergé en doctorat? Est-ce que c'était ça, toi, que tu t'es dit, moi, c'est doctorat, tu le quittes, ah ouais? Moi, je suis du genre plus industriel, OK? Je l'avoue, là tout le monde va le savoir. Fait que j'allais même pas là faire un doctorat. J'allais là faire une maîtrise puis apprendre l'électronique et la programmation. J'avais ça dans l'idée. Mais ce qui s'est passé, c'est que après ma maîtrise, ce que je crois, là, je suis devenu comme un petit peu indispensable dans le lab, parce que je connaissais les machines, je connaissais la programmation, je connaissais tout. Puis en plus, une chose qui a impressionné mon patron, c'est qu'à un moment donné, il me dit, il faudrait aller voir Pratt & Whitney. Puis il dit, eux autres, c'est la division moteur militaire, là, puis si tu peux faire... si on pouvait leur montrer une ailette de turbine, là. Puis imagine-toi, avec la machine qu'on avait, on faisait juste des murs verticaux, OK? Et là, il m'avait rien demandé, là. Fait que là, moi, j'ai ouvert un livre d'aéronautique, j'ai vu les plans d'une ailette de turbine, le côté de turbine, là. Mm-hmm. Puis à la main, là, j'ai programmé l'ailette de turbine dans la machine. Ben non. Là, je suis arrivé un matin, là, avec une ailette de turbine imprimée 3D, qui ne doutait même pas qu'on était capable de faire. Là. Je monte ça dans son bureau, je mets sur son bureau, je dis, tiens, si tu veux aller après Pratt & Whitney. Là, il y a ça. Je dis, Pratt & Whitney, d'ailleurs, a investi dans notre lab. Je ne veux pas me vanter, mais ça a dû contribuer, ça n'a pas dû nuire. Fait que ça j'avoue que moi, j'essayais de survivre là-bas, tu sais, parce que là-bas, là, les Américains, t'es zéro ou héros. Fait que t'es un des deux. Fait que moi, je voulais pas être le zéro. Fait que j'en mettais plus. Puis j'ai passé des soirées là,
à programmer, tu sais, à la main, là, c'est-à-dire chaque ligne. Imagine-toi, tu connais Mastercam. Là, Oui. Imagine-toi de programmer chaque ligne de code G pour faire une pièce. Inconcevable. Moi, j'ai programmé à la main chaque ligne de code G pour faire une ailette de turbine. Parce que là, mettons, je vais faire un petit glossaire parce que là, dans notre auditoire, de plus en plus, je pense qu'on va en avoir de toutes les couleurs. Quand on mentionne CAD, c'est Computer Aided Design. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'on prend une pièce puis on la modélise en 3D. Fait que littéralement, elle est dans ton ordinateur. Puis après ça, quand on parlait de STL, c'est une manière de l'enregistrer où est-ce qu'il va prendre toute la géométrie, il va prendre les points puis il va la trianguler, comme il avait dit. Fait que des fois, c'est juste parce que sinon, il y a des gens qui vont peut-être écouter puis ils vont dire... Puis quand on parlait de Mastercam, c'est quand on a une machine, admettons une imprimante 3D, ben au final, ce qu'elle va faire, c'est tout plein de trajectoires. Puis toutes ces trajectoires-là, une fois qu'ils ont été additionnés ensemble, ben, ça donne une pièce au final. Vu que la buse va tranquillement, pas vite déposer le liquide. Puis le Mastercam, dans le fond, c'est de prendre le STL, qui est l'enregistrement de la pièce, la découper en tout plein d'additions de trajectoires pour faire le parcours qui génère la pièce. Puis après ça, c'est mis dans l'imprimante 3D. Puis après ça, l'imprimante 3D fait juste ces instructions-là. Fait que ce qu'Alain nous dit en ce moment, c'est qu'il y a... Il a fait l'équivalent de normalement les 10 000 lignes de code G qui sont générées. Il les a faites à mitaine. Peut-être pas 10 000, mais il y en avait quelques mille. Ça prenait un moine. Là. Mais de toute façon, moi, ce que je faisais, j'allais à l'école, j'étudiais, je jouais au hockey, je dormais, j'allais à l'école, c'est ça que je faisais. Puis t'aimais-tu ça? C'est un beau temps de ma vie. J'ai travaillé dur, j'étais fatigué, mais je suis content de l'avoir fait. Tu sais, je regrette absolument rien. J'ai été 6 ans là-bas. Puis, c'est ça. Ben, c'est pour revenir à ta question, à la fin de ma maîtrise, je m'en allais, moi. Puis là, j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Puis là, mon boss, mon patron, me dit Alain, j'aimerais ça que tu restes. Il dit qu'est-ce que ça te prend pour rester? Moi, je dis doctorat, c'est pas vraiment fait pour moi, là. Mais si je faisais ça dans l'industrie, peut-être que oui. Fait que là, il sort de mon bureau, puis il dit OK. Puis 2 semaines plus tard, il revient avec trois offres d'entreprise. 3M, Pratt, puis Johnson & Johnson. Il dit, choisis Alain. J'ai choisi Johnson & Johnson. Puis là, pour mon doctorat, ce que j'ai fait, Johnson & Johnson, c'est la division orthopédique. C'est faire des prothèses de genoux, d'épaules, puis de genoux. J'ai dit genoux, ouais. Puis de hanches, c'est ça que je voulais dire. Puis, mais les faire par impression 3D. Parce que Johnson & Johnson, ils ont 20 modèles de genoux. C'était les genoux plutôt. 20 modèles de genoux. Mais quand un patient était entre 2 genoux, tu sais, sur mesure. Il fallait le faire sur mesure. Puis ça prenait des mois et des mois. Puis là, c'est là, ils voulaient tester une technologie de prototypage rapide pour faire des genoux custom. Donc, on pouvait scanner un genou d'un côté, faire l'image inverse, puis refaire le genou de l'autre côté par rapport à la personne elle-même. Puis là, j'ai fait mon doctorat en développant la machine pour faire ces prothèses-là. Puis à la fin, Johnson & Johnson ont acheté cette machine-là. Fait qu'il y a une couple de monde qui ont des rotules que c'est toi qui as fait? Je peut-être... oui, ben, indirectement, on va dire. Parce que j'ai fait des choses abominables dans ça. Moi, j'ai fait une prothèse pour pas que les gens aient mal. Quand elle est installée, il ne faut pas qu'elle bouge, OK? Ouais. Puis la technique habituelle, ils mettaient du ciment, un genre d'époxy. Moi, ils m'ont fait développer une texture que l'os pouvait croître dedans, mais pour faire les tests, il a fallu mettre des échantillons dans des chiens. Puis, oh, OK, ouais. Ben, tu sais, en même temps, pour faire avancer. C'est pour moi qu'il y avait des mais ils montaient des vidéos, puis j'avais de la difficulté à regarder le vidéo. Ah ouais. C'était pas testé sur des animaux. Non, c'était testé sur des animaux. Donc, ouais, mais tu sais, après ça, c'est pour sauver des vies humaines, tu sais, je veux dire. C'est pour améliorer le confort des gens. Le confort des gens. Non, mais tu sais, moi, un de mes dictons favoris dans la vie, c'est « On fait pas d'omelette sans casser deux », là, tu sais, je veux dire... J'avoue que moi, j'ai regardé les autres faire de l'omelette. Moi, je faisais la machine, je faisais des échantillons. mais c'était incroyable. Les moyens qu'ils ont, c'est que là, j'avais un défi, puis là, c'était un peu anxiogène, je dirais, parce que les autres te demandent de faire quelque chose qui n'existe pas. Là, il fallait que je fasse des textures par impression 3D. Textures, là. Pas juste la forme. Puis il fallait que je fasse un moulage métal dans ça. Ce que personne n'a fait. Fait que là, il m'a envoyé dans toutes sortes de fonderies aux États-Unis, là, que j'ai vu toutes sortes de choses incroyables, là. Puis on est tombé sur une fonderie qui avait un procédé ils m'ont dit
amène ton moule, on va faire ta pièce. Puis ça a réussi. Quand j'ai vu que ça a réussi, j'étais soulagé parce que si ça marchait pas, il fallait que je recommence un autre projet. Là. Puis avant ton processus d'impression que tu as amené chez Johnson & Johnson, c'est ça? C'était juste machiner les pièces ou c'était quoi les autres stratégies? Les autres stratégies, ce qu'ils font pour la texture, entre autres, là, c'est qu'ils prennent des billes puis ils vont les friter sur la surface. Donc, ils prennent des billes en acier inox puis ils se font comme une petite poche dans la prothèse. Puis pour les coller, ils les déposent dans la poche puis ils mettent ça au four à 1000 quelques degrés. Puis là, ça frite. Friter, ça veut dire que c'est des micro-soudures. Donc, c'était toutes des petites billes qui se micro-soudaient. Mais les billes, ça fait pas des gaps, des trous, des interstices constants. L'os, lui, si je me souviens bien, c'est 100 microns. Lui, il cherche un trou de 100 microns. OK. Puis donc, moi, il fallait que je fasse des trous de 100 microns, c'est un diamètre d'un cheveu. Il fallait que je fasse des trous de ça, puis que le métal, en tout cas, aille autour. Puis que ça, en tout cas, c'était ça le défi. J'ai réussi. Mais j'ai réussi avec l'aide des gens très compétents. Là. Des gens qui font justement, des ailettes de turbine des F-15 dans le temps. Là. C'était ces gens-là qui faisaient ça. Puis des ingénieurs de matériaux là, incroyables. C'est absolument fascinant, honnêtement. J'ai côtoyé ces gens-là. C'est ça. Le MIT, c'est ça. Je voyais dans vos questions. Ouais. Le MIT, c'est quoi? C'est pas nécessairement des meilleurs professeurs. C'est qui tu côtoies. Puis si je peux... Moi, pour l'avoir vu, là, à l'Université Laval, je vois du monde de calibre MIT. Là. Mais c'est la concentration. Il y en a moins ici que là-bas. C'est la seule différence. Là-bas, c'est concentré. Donc, tout le monde là-bas est motivé à apprendre. Il n'y a pas de... Ceux qui se traînent les pieds sont très, très rares. Ou très, très riches. Puis, mais c'est ça. La différence est là. C'est que tu côtoies des gens extraordinaires qui sont compétents, qui ont ils ont de l'ambition, puis qui se donnent les moyens de leur ambition. Puis t'en as ici aussi. À Laval, il y en a. Est-ce que l'industrie joue une grosse partie là-dedans à motiver ça des fois, tu sais, justement, à MIT, c'est l'industrie. En générant des projets, tu sais. Ben, c'est ça. Moi, j'étais comme à la bonne place. J'ai été chanceux, là, mais MIT, c'est deux choses, le MIT. C'est l'armée puis l'industrie. Puis on a travaillé pour les deux. C'est DARPA, là, l'armée. Puis, mais l'industrie est omniprésente, puis c'est elle qui drive les projets. Ben, moi, dans mon cas, en tout cas, là, à un moment donné, on avait 40 entreprises dans notre lab. Tu sais, c'était des grosses, le 3M, Pratt, Ford, GM, Howmet, Johnson & Johnson, puis j'en oublie d'autres. C'est sûr que quand tu as du monde motivé, tu leur donnes tous les moyens d'apprendre, ça fait comme un cercle vertueux, parce que, tu sais, ils vont générer de plus en plus de progrès. Plus qu'il y a de progrès, plus qu'il y a d'investissement. Puis, tu sais, ça fait juste une boucle rétroaction positive. Moi, dans mon lab, j'étais avec des étudiants. Tu sais, des fois, j'étais embêté. Je pose la question. Ils ont soit la réponse partielle. Puis là moi, j'avance. Puis même eux autres, ça m'étonnait. Il y avait des questions pour moi aussi. Puis j'avais des réponses pour eux autres. Parce que moi, j'ai tellement bûché que j'ai fini par avoir une certaine expertise. Puis on s'entraidait de même, puis on montait, puis on faisait des choses... on a fait des machines extraordinaires. Et ça... D'ailleurs, notre machine, c'est ça, j'ai été un petit peu déçu cet été, là, parce que sur le site du MIT, notre machine est au musée du MIT. Ah, ouais! Puis quand je suis allé là cet été, là, je voulais voir ma machine. Elle n'était pas là. Parce qu'ils ne sont pas rendus là dans l'implantation du musée. Là, j'ai demandé, et où? Puis... C'est sûr qu'on s'attache pareil, là. C'est pas juste une vulgaire machine. Là, non, c'est ça. Je voulais montrer... J'étais une petite fierté. J'étais avec mes enfants. Je voulais leur montrer, regardez, c'est vrai que je suis venu ici, regarder la machine. Là, je peux même te dire c'est quoi le programme qu'il y a dedans. Là. Et ça, c'était la machine... Dire, sont où les bugs? Quel monde ça, c'était la machine de la maîtrise ou du doctorat? Ça, c'est la machine du maîtrise. OK. Maîtrise. Parce qu'après ça, c'est en industrie, fait que j'imagine qu'il a dû être plus... c'était tout le temps des prototypes, là. Mais je crois que c'est celle-là la maîtrise. Je crois que c'est celle-là. Je l'ai vue sur photo. Quand on va sur le site Internet, on la voit. Il me semble que c'est celle-là la maîtrise. Mais, fait que là, ça devait être difficile parce que j'imagine que, tu sais, je veux dire, tu t'étais monté un dossier quand même assez exceptionnel. Tu sais, tu jouais au hockey, tu développais des machines absolument incroyables. Fait que, tu sais, quand c'était arrivé un peu la fin de ça, puis c'était le temps de retourner à Québec/Montréal... Aucune hésitation. OK, t'avais aucune hésitation à revenir à Québec-Montréal, c'était sûr? J'avais
j'avais des offres d'emploi là-bas avec des salaires le double d'ici. Mais moi, dans ma tête, la famille, c'est important. Mon père était assez âgé, fait que je suis revenu pêcher avec mon père ici. Puis justement, parce que je suis retombé sur le doctorat, puis la thèse de Doc Alain, puis la première page, c'est pour mes parents qui ont tout fait pour moi. Fait que je pense que ça en disait long. Quand tu as dû mettre ça dans ton texte, tu mets ça souvent à la fin, ça, là. Ouais. Tu fais comme un next page, puis là, tu tombes là-dessus, puis là, tu fais... c'est là que tu te rends Ben, ça, compte, comme je disais, moi, je suis première génération universitaire. Mon père, ma mère, c'était des ouvriers, là. Oui, puis ils venaient de la campagne. Quoique, quand je regarde ça, ma mère, elle a un frère qui était à la Princeton quand même, en physique. Donc, il y a peut-être de quoi. Mais mon père, il a été en 7e année. Soudeur. Il a travaillé à Davy Shipbuilding ici. Puis il me disait, Alain, étudie, fais pas ça. Puis, ma mère, c'était une institutrice. Puis, elle s'est arrangée pour qu'on apprenne nos leçons. Elle a dur des fois. Au détriment du hockey. Ben, c'est ça, elle a dit, Alain, elle a carrément dit, Alain, tu joueras pas au hockey organisé. C'était ça. Ben, moi, je dis, OK. Moi, j'accepte la réalité. La réalité, ça va être ça. Bon, mais moi, je vais jouer dehors. J'étais content. Crème, fait que c'est une très belle philosophie à avoir. Puis je trouve, tu sais, c'est drôle parce que je pensais vraiment pas prendre ce tangente-là. Ça me fait penser pas mal à Yves aussi. Tu sais, Yves, c'en est un autre qui vient du milieu agricole. Non, on s'entend bien. Ouais. Je pense un peu pour ça. Non, puis tu sais, je trouve que c'est le fun de voir justement tous les genres de personnages qui se ramassent aux études, tu sais, des fois plus avancés. Là, tu sais, comme moi aussi, je suis première génération à aller à l'université. Puis tu sais, j'ai l'impression que ça fait un peu la même chose. Quand je suis arrivé dans le bac au début, tu sais, ce sentiment d'imposteur un peu, puis comme... Et ça va être tough, ça, mais ça fait que tu bûches plus. Puis il m'a dit qu'après ça, quand t'es habitué de bûcher, là, c'est... Mais moi, quand je regarde Yves, je regarde mon bon ami Robin, que je disais tantôt, là, lui, c'est un fermier de Rimouski, là. Les fermiers, c'est des gens qui se battent pour survivre, ça, puis il faut qu'ils soient intelligents pour survivre, tu sais, pour... c'est débrouillard, ben, c'est ça. Beaucoup de débrouillardise avec toutes les machines que tu utilises, les réparer. Il fallait. Ben, tu sais, à l'île d'Orléans, au début, mon père, il n'y avait pas de pont, fait qu'il vivait en autarcie. Je sais pas si vous savez, c'est quoi l'autarcie, là? Non. Mais c'est que tu te souviens à tous tes besoins. Ça veut dire que, tu sais, à l'hiver, il y avait un pont de glace, il amenait des barils de mélasse, des barils de sucre, des barils de farine. Ben, quoi que la farine était correcte, là. Puis après ça, ils vivaient l'année avec ça, là. Puis ils faisaient leur linge, puis ils réparaient leurs choses. Fait que moi, je viens je trouve que j'ai de ça en moi, tu sais, d'être capable de débrouiller tout seul, puis ben quoi, je suis capable d'aller chercher de l'aide aussi. Mais ça vient de l'île, ça. C'est le monde qui vont réussir à se débrouiller, là. C'est peut-être quelque chose qui se perd au fil du temps aussi, parce que là, on a toutes sortes d'affaires qui nous arrivent de la Chine, puis on dépend des États-Unis ou de n'importe qui d'autre. Ouais, mais c'est pour ça que des fois, quand... Mais tu sais, ma conjointe me dit que je viens d'un vieux milieu. Tu sais, conservateur, je sais pas quoi. Des fois, je trouve certains étudiants, des fois, je leur dis, me semble, tu sais, faire un effort, il n'y a rien là, faire ça. Mais des fois, ça a l'air d'une montagne pour certains étudiants. Des fois, je comprends pas leur attitude. Oui. Mais je viens d'un milieu où, tu sais, peu importe la montagne, quand on y va, puis on ira jusqu'où on ira. Ouais, c'est ça. Mais elle doit bien finir à un moment donné. Ouais, c'est ça, parce que l'autre chose, c'est si on tombe dans le personnel, c'est que moi, mes parents ont l'âge des grands-parents à ma conjointe. OK. Ah ouais. Fait que là, quand je te disais, mon père allait à l'église en cheval, c'est vrai, là, puis il allait à l'école à nu-pied, là. C'était ça. Ah, c'est fait que on vient de loin, puis ça, c'est mes parents qui m'ont élevé, là. Fait que j'ai été élevé avec des valeurs de base, là. Je comprends. Fait que... T'avais-tu une conjointe pendant tes études au MIT? Non. Tu disais hockey, manger, dodo, école. C'est sûr qu'une blonde, ça... C'est ça le truc pour aller vite. C'est ça, ouais. C'est ça. Non, j'avais... Effectivement, ça, si on tombe dans le personnel aussi, mais ça me dérange pas. J'ai été comme lent. Puis j'ai trouvé ma conjointe en revenant ici. OK. Mais j'avoue que c'est pas les opportunités qui manquaient aux États-Unis. Surtout quand tu joues au hockey varsity, là. Ouais, j'imagine. Ils crient tout ton nom dans les estrades. Tu te connais pas. Comme les tournois de hockey à l'université encore. Puis ça, justement, là, ça fait une belle transition vers
le retour à Québec, là, tu sais, Ouais. t'es arrivé à la fin, là, puis t'avais un dossier absolument d'enfer, puis tu te faisais offrir des jobs aux États-Unis. Je veux dire, il devait pas avoir une tonne d'opportunités qui pouvaient, tu sais, intellectuellement, on va dire, te satisfaire autour d'ici. Fait que ça a dû être quand même difficile. Puis l'université, c'est quand est-ce qu'il est rentré dans le décor par rapport à ça? C'est ça. Moi, quand je suis revenu ici, il n'y avait même pas de poste à l'Université Laval. Moi, je dis, je reviens ici, point à la ligne. Puis il me trouvait un peu fou là-bas. Là. Il disait, hey, on t'offre une job là, au-dessus de 100 000 $ en partant. Comment tu peux dire non à ça? Ben, c'est ça. Moi, je voulais aller à la pêche avec mon père. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça. Puis il est décédé 5 ans après. Là. Ok, crime. Ah ouais. Fait que j'ai pris la bonne décision. T'as jamais dit regretter ton J'ai jamais choix. regretté ça. Fait que là, et là il s'est ouvert un poste ici. Puis justement, c'était en fabrication. Les astres étaient alignés. Puis même si je vous l'avoue, je suis pas le profil chercheur scientifique. Et je suis le profil industriel. Ben, un cours en fabrication, ça prend quelqu'un qui a un profil industriel quelque part. Fait que ça a marché. Puis c'est dans le fond, c'était eux autres qui ont juste fait une offre d'emploi en fabrication. Puis Ouais, toi, puis ça a t'as donné de appliqué, même. puis C'est vraiment surprenant. En tout cas, les astres, comme je te dis, étaient alignés. Puis moi, j'étais engagé pour donner la fabrication. Donc, j'ai commencé à donner le cours de fabrication, celui que Michel Guillot donne. Ok. Mais Michel Guillot était ici aussi, il le donnait aussi. Parce qu'il est allé au MIT en plus. Ouais, aussi. même lab. C'est ça Ah qui est ouais, surprenant. même lab Ouais. aussi. Mais pas le même professeur, là. Ok. Un autre prof. Lui, c'était un grec, un professeur grec. Chrysoloris. Puis, c'est ça. Donc, mais il n'y avait toujours pas de mécatronique. Donc, moi, j'ai offert au département de monter un cours de mécatronique, puis on me l'a refusé. On m'a dit non. Tu n'as pas besoin de ça, Alain. C'est là que la méthode cowboy est embarquée. Là. Ouais, Ouais. mais je dis, regarde, je vous l'offre. Je pense que ce serait bon de faire ça ici. Puis là, l'organisme qui évalue le département, BCAPG, à chaque 4 ans, c'est lui qui dit si on peut émettre un diplôme en génie mécanique. Puis il était venu nous visiter peut-être 2 ans après que je sois rentré, puis on dit au département, ça vous prendra un cours de mécatronique. Puis c'est drôle, c'est le père de Philippe Cardot, Alain Cardot. C'était lui le directeur du département, puis c'est lui qui est venu me dire, Alain, c'est ton offre, là. Finalement. Peux-tu nous le remontrer, juste voir le faire? Fait que c'est ça, donc ils m'ont donné tous les moyens pour faire un bon cours, puis c'est ça. Donc j'ai monté le cours de mécatronique, puis je crois que ça a été un succès. Pour être passé là, il n'y a pas si longtemps, je peux confirmer que c'est un succès. Puis tu sais, honnêtement, puis je vais te laisser le présenter, je pense, avec ta perspective, là, puis le pourquoi de la chose. Mais tu sais, en mécatronique, il y a beaucoup des compétitions. Ben, en fait, c'est surtout à la fin, là, mais après ça, en FAO, qui est un autre cours aussi que tu pourrais expliquer. J'aimerais ça justement de voir. Ça vient-tu du MIT, ces idées-là, de dire hey, à la fin, tout le monde pourrait faire une Ça vient du MIT. Ah ouais? J'ai pris le cours, ça s'appelait Smart Machine. Puis effectivement, c'était un cours de projet de mécatronique. Donc il fallait faire toutes sortes, un peu comme vous avez fait dans le cours, là, des projets ciblés pour se pratiquer sur une partie de la programmation. Donc les entrées-sorties binaires, tout ça. Donc on commençait par la base. Puis les examens, c'était oraux. Il y avait un petit rapport. Puis effectivement, les autres, ils s'arrangeaient toujours pour mettre de la pression sur l'étudiant. Puis la pression, c'est quoi? C'est ton projet final, là. Ben, les autres, c'est différent du cours aussi. C'est que tu vas le présenter devant les professeurs du département. C'est drôle parce que ça me fait penser à ça quand le monde me disait non, qui pense une compétition, tu te forces parce que tu veux gagner. Tu te forces pas parce que tu veux gagner. Parce que tu veux pas mal paraître. paraître. Parce que tu veux pas mal paraître. Tu veux pas être le dernier. Personne veut être le dernier. Personne veut être le dernier puis mal Et là, paraître. la vraie motivation. C'est ça. Puis ça, là, j'avoue, j'ai eu des chaleurs dans ce cours-là, là, parce que mon anglais était coup-ci, coup-ça. Puis en plus de ça, j'avais fait un... Mais moi, c'était... Mais tu vas reconnaître un peu l'idée. J'avais fait un tracker de soleil. OK. Puis je l'avais fait avec des fils banana. Je sais pas, en tout cas, tu pourras l'expliquer tout à l'heure. C'est quoi les fils banana? C'est des fils déjà qu'on peut brancher. Des connecteurs Des qui sont connecteurs, faciles à c'est ça, brancher, c'est ça. débrancher à Puis tout mettre place. moi, là, j'avais tout branché, ça fonctionnait. Puis 1 minute avant que je présente, j'arrive prendre mon montage. Quelqu'un avait pris
tous mes fils. Puis là, c'était à peu près 6 fils branchés aux bonnes places. aux bonnes places, dans la bonne polarité. Ouais. Fait que là, 1 minute avant, là, j'étais devant 20 profs du département avec de l'anglais que je maîtrisais plus ou moins bien. Là, j'ai très chaud. Puis je me suis dit, garde, c'est ça, là, je vais le brancher du mieux que je peux, puis la polarité, j'avais aucun moyen de savoir. Autrement dit, le tracker solaire aurait pu fuir le soleil au lieu de le suivre. Puis j'ai été chanceux. J'ai rebranché dans la bonne polarité. Puis il suivait le soleil. Et s'il n'avait pas suivi, je savais qu'il fallait que je switch 2 fils. Là, mais... Je ferai une parenthèse rapide. Quand on parle de mécatronique, là aussi, encore une petite section glossaire. Là. Ben, en fait, je te laisserais définir mécatronique. La mécatronique, là, c'est que maintenant, la mécanique pure, ça n'existe plus. C'est que faire juste des engrenages, des structures, de l'acier, des courroies, c'est l'ancien temps, ça. Maintenant, ça prend une intelligence pour contrôler la mécanique. Donc, ça prend un microcontrôleur, donc l'électronique, ça prend de la programmation, du contrôle, le cours de contrôle que vous prenez avec Yves. Il faut tout mettre ça ensemble. Donc, la mécatronique, c'est pour ça que ça arrive à la fin du bac. C'est l'ensemble de l'électronique, de la programmation, de la mécanique, du contrôle. Puis maintenant, de l'intelligence artificielle, si on veut. Puis là, dans le cours de mécatronique, justement, c'est... tu sais, parce que là, on l'a devant nous autres, là, puis c'est un petit robot où est-ce qu'il y a 2 roues sur le côté. Puis sur le dessus, c'est un genre de protoboard qu'on appelle où est-ce que tu peux faire pas mal les branchements que tu veux avec une carte qui est un STM32. Puis ça, dans le fond, ça permet de faire n'importe quel projet, dans le fond, qui toi, qui te vient à l'esprit. Puis il est inspiré, tu sais, je me suis inspiré des robots qu'il y a dans les entrepôts Amazon. C'est carrément, c'est une miniature d'un robot Amazon. Puis là, qui gère tout le matériel qu'on reçoit en 2 jours. Là. Oui. Qu'est-ce qu'il mange en hiver, ce petit robot-là? Il mange 6 batteries lithium-ion. Puis la conscience de 20 étudiants. Ouais, c'est ça. Qui, au début, travaille fort. Des fois, je peut-être regrette d'avoir pris le cours, mais la constante, c'est à la fin du cours, pratiquement personne ne regrette d'avoir fait ce cours-là. OK. Puis tous les étudiants travaillent sur le même projet, ils n'en font pas chacun un, là. Non. Ben, chacun a son robot. OK. Chacun a son robot. Mais sur le robot, tu peux faire tout ça. Comme le tracker de soleil que je te parlais tout à l'heure, ben, il part du robot, là, quelque part. OK. Tout se branche sur ça. Donc, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ça. Ben, cette année, Jérémy, je pensais que tu étais au premier cours, mais tu n'as pas vu la démonstration que j'ai faite. Là. Non. Mais tu sais, comme cette année, on a rajouté une petite fonctionnalité. Ce robot-là, c'est une enregistreuse. Ah, ben oui, Michel me l'a montré, ça, par exemple. Oh, oui. Donc, tu peux enregistrer ta voix. Puis aussi, on peut envoyer des fichiers MP3 pour faire de la musique. C'est comme un téléphone cellulaire, il fait tout. Là. Tu sais, ce qui est fou, c'est que toute l'espèce de boîte noire quand tu rouvres ton cellulaire. Tu sais, moi, je me rappelle, là, il y a genre, avant de rentrer en génie, je me disais tout le temps, quand je tenais mon cellulaire, j'ai tellement aucune idée de ce qui se passe dans cette bête-là. Tu sais, c'est incroyable à quel point j'ai aucune idée. Puis ça, c'est pour essayer de l'avoir appris par moi-même, l'électronique. Tu sais, c'est difficile, c'est fastidieux, puis tu te perds dans des tangents tellement inutiles. Tu sais, puis ça permet de tout concaténer cette information-là, puis t'as présenté d'une manière où est-ce que modulairement, tu vois, OK, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, puis à un moment donné, tu deviens à tout démystifier, justement. OK, c'est rien que la petite chip noire-là, puis après ça, tout le reste, c'est plein de petits circuits faciles, puis logiques, mais c'est tout plein de petits morceaux faciles assemblés ensemble, il n'y a rien de sorcier. Puis moi, ça, là, j'avoue, je prêche pour ma paroisse, là, mais un ingénieur qui finit sans connaître ça, il manque un méchant bout. Parce que maintenant, toutes les machines sont branchées à de la mécatronique. Fait que si tu veux diagnostiquer une machine qui ne marche pas, la job d'un ingénieur mécanique, c'est de régler des problèmes. Puis quand tu arrives avec un problème de machine qui, disons, la vitesse, elle fluctue. Si tu n'as jamais vu ça, tu ne sais même pas ce qui se passe dans la machine. Ça peut venir de où? Je sais pas. Donc, d'après moi, ça devrait quasiment être un cours obligatoire. Mais ce serait dur de le mettre obligatoire parce que tu as vu, Jérémy, comment c'est. Il faut qu'on s'assoie avec vous autres puis qu'on débogue les programmes. C'est pas facile. Non. Mais ceux qui ont de l'intérêt en général en génie puis qui aiment approfondir les choses, je veux dire,
Ça devient de plus en plus indispensable, dans le fond. À moins que tu veuilles juste gosser sur des chainsaws, des vieux skidoo. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix. Gars, tu regardes les voitures électriques, c'est encore pire. J'ai une petite anecdote, moi, là-dessus. Genre, hier, justement, mon auto, là, au idle, il faisait tout le temps vroom, vroom, vroom. Puis finalement, mon père, il a mis le check engine là-dessus, il a mis le lecteur, puis on a découvert que c'était l'oxygène sensor qui fluctuait. Puis quand tu le débranches, par défaut, il met une valeur fixe. Fait que tu as un moins bon ratio de air-essence, mais il va arrêter de bugger. Puis ça, c'est le genre d'affaires que tu vas voir en mécatronique comment faire. Fait que tu vas dire, OK, si mon robot, tu vois qu'il y a une lecture qui est pas bonne, mais à la place, prends-en une par défaut, fait que ça va être moins optimal, mais ça va continuer de marcher. Mais tu sais, quand il l'a débranché, je voyais la ligne de code en C était où, puis elle faisait quoi. Ben c'est tu le voyais dans ta tête. Je le voyais. Puis l'autre chose, mécatronique, là, c'est... il y a un facteur humain dans ça. Ça a l'air bizarre, là. Oh oui. Mais savoir jauger ses efforts. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu saches t'arrêter. Parce que essayer de faire un programme parfait, ça se peut pas. Fait qu'il faut te dire 90%, je suis satisfait, j'arrête là. Puis savoir aussi juger du projet. Est-ce que je suis capable de faire ça tout seul? Est-ce que ça me prend... Est-ce que ça me prend de l'aide? Qui ça me prend? Ça me prend-tu un technicien? Quand on s'est mis les mains dedans, on est capable de juger de ça. Ça prend 2 ingénieurs, un technicien, ou vice-versa. Puis, il faut le faire, il faut se mettre les mains dedans pour développer cette intuition-là. C'est drôle à dire, un ingénieur de l'intuition, mais oui, ça existe. Puis ton autre cours, FAO, ça ressemble à quoi? Tu peux-tu me faire une description? FAO, c'est dans les mêmes lignes que ça? Oui, c'est que il y a 2 types de mécatronique. Une mécatronique fine, c'est ce qu'on voit ici, un petit robot qui... Donc, pour programmer une machine à café, une laveuse, une voiture. Mais il y a la mécatronique industrielle où souvent, il y a des vies en danger. Donc, s'il y a une vie en jeu, ça prend un automate. Ça prend un robot industriel, ça prend un robot collaboratif. Ben, FAO, c'est ça. C'est la mécatronique industrielle où on apprend à programmer un automate dans lequel on pense toujours sécurité. Donc, s'il arrive de quoi, il faut pas que... En tout cas, je donne des exemples. Là. L'exemple que je donne en commençant le cas, la scie, ici, faire du bois de chauffage. Puis là, je fais un code, je fais un pseudo-code. Je cherche un ladder, un graph-set. Un graph-set, c'est ça. J'enseigne, je cherche le mot. Un graph-set niveau 1. Donc, je fais un graph-set niveau 1 simple que n'importe quel ingénieur qui commence pourrait faire. Je le fais devant les étudiants. Puis là, je leur dis, si je fais ça, là, ben la personne, ça se peut qu'elle meure. Et je leur demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça arrive. Donc là, je les conscientise, les étudiants, à ça. Puis souvent, c'est une petite flèche qu'il faut mettre dans le programme. Parce qu'un graph-set, dans le fond, là, c'est comme juste un diagramme d'étapes. Fait que tu as une boîte, admettons que c'est remettre du bois. Après ça, il y a une boîte après ça, une flèche qui se divise en 2. Si tel capteur est activé, faire ça. Si tel capteur, ça. Fait que ça se promène à travers toutes les étapes logiques. Puis là, justement, il explique. Puis là, à la fin, ça fait comme, OK, la bûche est coupée. Le gars, il a l'air en sécurité. Puis il dit, non, regarde. À quelque part, il est mort. Puis là, tu dis, OK, ouais, c'est où? Puis là, à un moment donné, tu te repromènes dans le diagramme. Puis là, tu vois, ben oui, ça a été activé, mais qu'on n'avait pas pris ça en considération. Fait que tout ce que ça prenait, c'était une petite flèche, mais si tu n'y as pas pensé, puis tu l'as mis en implémentation, ben il y a peut-être quelqu'un qui se fait choper à la tête. C'est ça. Puis j'ai des exemples d'horreur à l'appui. J'ai des amis qui travaillent dans l'industrie, puis il y a eu des morts. Puis ils m'ont raconté comment c'est arrivé. Moi, j'enregistre, puis... quand j'enseigne, là, je le montre, là, faites attention, telle place, qu'est-ce qui peut arriver. Parce que c'est la réalité d'un ingénieur, c'est ça. C'est de faire des machines qui sont sécuritaires pour les ouvriers autour. Donc ça, c'est FAO. C'est quoi l'acronyme? GMC... Fabrication assistée par ordinateur. OK. Ouais, c'est 4200. OK. C'est 4200. Mais c'est ça, là, on apprend aussi à programmer une machine pour faire de l'usinage, mais de précision. Donc, en gros, c'est ça. C'est des sujets industriels plus. Tandis qu'ici, mécatronique, mécatronique fine, c'est des nouveaux produits. C'est moi que tu veux faire une caméra thermique, un microscope électronique, n'importe quoi, un spectromètre, c'est ça. C'est ça que tu vas prendre. OK. Puis
Puis là, moi, ça menait, parce qu'on a comme, j'ai tellement de questions, mais une que je trouvais qui était le plus intéressante aussi, c'est, tu sais, justement, on se promène à travers des trucs qui évoluent à vitesse grand V, là, tu sais, on parle de, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça va. Comment tu fais, toi, pour rester à jour avec tout ça, tu sais, parce que, je veux dire, le STM32, il n'existait pas, là, il y a je sais pas trop combien d'années, mais tu sais, maintenant, c'est rendu partout, puis dans 10 ans, ça va être de quoi d'autre? Comment est-ce qu'on fait pour... Ben, il faut se botter le derrière. En termes plus d'ingénieur, c'est le premier robot qu'on a fait pour le cours, on avait un microcontrôleur Motorola. Puis là, je continue à lire les revues justement d'ingénierie, tout ça. Puis là, je voyais qu'il y avait d'autres façons de programmer. Puis aussi, le technicien Michel me disait, Alain, il y a des façons de programmer aussi, les microcontrôleurs, puis il y a d'autres microcontrôleurs qui pourraient être plus performants. Fait que là, il y a 3 ans, là, je me suis dit, ça me tente pas de donner un cours obsolète. Moi, je vais être fier du cours que je donne. Fait que je me suis dit, puis moi aussi, je veux savoir où est-ce qu'on en est, c'est la fine pointe. Puis là, il y a 3 ans, je me suis dit, garde, je mets toutes mes notes de cours à la poubelle. Je recommence à zéro avec la technologie actuelle, ce qui est ça, ce qu'on voit ici, là. Donc, j'ai recommencé à zéro. Donc, ça, c'est dur, là. Tu sais, mais c'est le prix à payer. Puis, parce que je peux pas être fier de ce que j'enseigne. Si je suis pas fier, ça me tentera même pas d'aller dans la classe. Fait que, puis tu vois un peu, j'ai un genre un peu particulier aussi. Je suis pas, je suis un genre un peu particulier comme professeur. Je suis pas traditionnel. Là. C'est agréable. Ouais. Je veux dire, j'ai adoré mon passage avec pratiquement 100% des professeurs ici, mais effectivement, je pense que ta touche vraiment personnelle. Je suis différent des autres, puis que tout le monde est différent. J'ai ma différence. Et j'assume ma différence. Puis moi, ce que j'aime, c'est de transférer un petit peu ma passion de ça. Parce que j'ai une passion pour ça, j'aime ça. Puis je suis chanceux de pouvoir enseigner ce cours-là parce que j'aime ça. Puis je crois que je réussis dans j'ai peut-être réussi avec Jérémy, je sais pas. Mais, moi, c'est une réussite, je pense. Mais là où je suis content, c'est quand j'ai réussi à passer ma passion. Quand les étudiants, à la fin de mon cours de FAO, ils disaient « Hey, c'est quelle entreprise là, qui ont besoin de monde et qui prennent des automates, là, j'aimerais ça travailler dans ça. » Moi, quand quelqu'un me dit ça, je dis j'ai réussi. Tu dis, s'il n'y en a pas, tu dis, porte-en une. Ouais, c'est ça. Ça nous amène à une des questions qu'on avait. Là. Y a-t-il des étudiants en particulier qui t'ont rendu très fier à travers les années? Puis comment le cours de mécatronique les a aidés ou les a apportés là? Pas vraiment. Non, moi, là, je comprends ma tâche qui est d'amener le plus d'étudiants possible à la compétence. Je connais pas tant que ça les étudiants. C'est sûr qu'en mécatronique, je les connais plus, là. Mais, comme tu sais, je voyais dans vos questions, est-ce que j'ai une idole? J'ai pas d'idole, moi. Ah ouais, ça c'est rare, parce que des fois, il y en a qui, admettons, ils se disent, ils suivent, tu sais, le passage. Toi, c'est comme vraiment, tu défriches où est-ce que tu t'en vas, là. Non, mais je vois du monde, c'est ça, moi, j'ai toujours une admiration pour les chefs d'entreprise qui ont parti de leur entreprise de zéro et qui ont réussi. J'ai une admiration pour ces gens-là. Mais c'est pas mes idoles, mais je trouve que wow, ils sont compétents. Je trouve ça beau à voir. Là. Puis les étudiants, ce que je trouve beau à voir, c'est qu'en Bouglin, ils soient compétents. Puis ce qui me rend fier, là, c'est pas un étudiant en particulier plus qu'un autre, c'est quand un arrive puis qui me dit hey, moi je travaille à telle entreprise, puis je suis rendu directeur de projet. J'ai une petite fierté en dedans de moi qui dit hey, j'ai contribué un petit peu à l'aider à se rendre là. C'est ça moi qui me drive. C'est que quand je vois des jeunes qui réussissent, là, ça, il doit y en avoir beaucoup qui sont passés par mécatronique, qui reviennent te voir, là, honnêtement. Juste moi, j'en connais. Fait que, à quelque part, Ben, regarde, une petite anecdote, à un moment donné, avec la recherche qu'on fait là, à Sherbrooke, j'ai été amené à aller à Valcourt, là, centre de production de Bombardier. Puis quand je me promenais à travers les robots, on me disait bonjour, Monsieur Kurodo. Ah ouais? Les anciens étudiants qui programmaient les robots, qui étaient là. Il y avait 2, 3, 4, c'était des étudiants tous passés par mécatronique qui étaient là, sa ligne de production. Puis ils étaient bien, là, ils étaient contents d'être là.
ils tripaient, là. J'ai d'ailleurs quelques étudiants qui sont là à Bombardier, là. Je pense que c'est ça, des fois, que le monde, il voit pas nécessairement. Je pense que ça refait référence peut-être aux valeurs auxquelles tu parlais tantôt, de peut-être plus la porte facile, tout. La porte facile, parce qu'en bout de ligne, ça donne pas grand-chose. Tu donnes pas d'expertise, puis tu donnes pas nécessairement pas de bras de levier, je sais pas comment dire ça, mais de manière de pouvoir exploiter ta passion, parce qu'au final, tu sais pas c'est réellement c'est dans quoi t'es bon, puis ce que t'aimes. L'autre affaire, tu sais, quand tu parles de l'effort, là, il y a un athlète olympique, là, quand il gagne la médaille d'or, là, il a souffert. Donc, dans ta profession, si tu veux être bien et à la bonne place, quelque part, les gens n'aiment pas ça que je dis ça, mais mes enfants n'aiment pas ça que je dis ça, mais il y a une souffrance reliée à l'apprentissage. Ouais. C'est inévitable. C'est pas être masochiste, c'est ça. Il y a un effort, puis il faut que tu dépasses. La société, c'est ça, il faut que tu sois meilleur que plus compétent que l'autre si tu veux avoir l'emploi qui est mieux rémunéré. C'est de même que ça marche. La compétition, la vie, c'est une compétition. Moi, je trouve que c'est quand même bon des fois de le rappeler au monde parce que, tu sais, quand tu arrives à l'université, t'as un peu la même mentalité que le cégep et tout, mais tu sais, à l'université, t'es vraiment là de ton propre gré. Fait que, tu sais, si t'es prêt à mettre les efforts, tu vas ressortir de là. Puis, tu sais, moi, mettons, je pense, je peux parler de mon parcours, puis j'aime ça de plus en plus le partager parce que, tu sais, je me dis que ça peut motiver des gens, genre, à savoir que, tu sais, mettons, moi, j'étais mêlé, je savais pas pantoute, j'ai des mécaniques, puis j'ai bûché, puis maintenant, j'ai fait, hein, ok, c'est ça que j'aime. Mais tu sais, c'est pas après 2 mois, après, tu sais, matériaux de l'ingénieur que je le savais ou que je le savais pas, là, tu sais, c'est bien plus en continuant. Puis tu sais, toi aussi, j'imagine que ça a dû faire la même chose. Quand t'es rentré en génie mécanique au début, t'as dû te poser des questions. Tu fais des cours de maths, puis des... Au moins, une chance, il y a un cours de dessin. Ouais, c'est ça. Pour nous dire à peu près c'est quoi, là. Mais effectivement, tu disais, ça se peut pas que ce soit juste ça, le génie mécanique, là, au début. Quoi qu'on essaye de changer les choses, là, pour motiver les étudiants en première année. Là. Mais... Moi, c'est là que je suis là. Mon examen de maths, il est vendredi. Là. Je te dis que dans les prochaines... peut-être pas cette année, mais dès l'an prochain, tu devrais être plus motivé dans les cours. Là. Mais d'ailleurs, motivation... Moi, quand je vois... C'est ça, j'ai de la misère... Parce que moi, je pense pas de même. J'ai jamais pensé de même. Un étudiant qui fait juste un cours pour la note, on dirait que ça me rentre pas dans la tête. Moi, il faut que tu aies une passion quelque part. Ah ouais. Si t'as pas de passion, là, tu es tout semaine changer de place. Ou d'essayer de quoi d'autre, tu sais, parce qu'à travers l'université, ce qu'il y a, c'est que tu as des projets étudiants, tu as toutes sortes de patentes, tu sais, pour t'essayer, puis te dire, genre, plonger à plein nez. Puis tu sais, au pire, si après 6 mois, t'aimes pas ça, ben, peut-être que t'aimes réellement pas ça, mais si t'as essayé un mercredi soir, puis t'as dit, ouais, c'est pas pour moi, ben, tu sais, à quelque part, t'es passé à côté. En passant, si je peux vous donner un conseil de vie, là, les employeurs, là, ils cherchent la passion des étudiants. Mm-hmm. Puis une des façons de mesurer la passion, c'est ils regardent si l'étudiant a été dans les projets étudiants. Parce que moi, je le vois. Moi, j'étais même pas dans les projets étudiants, mais j'avais ma passion ailleurs, chez nous, dans mes affaires. Là, mais quand un étudiant est dans un projet étudiant, ou qu'il y a des projets de par lui-même, là, ça, c'est en ce qui me concerne, ça démontre la passion. C'est ça que les gens veulent avoir autour d'eux. Les employeurs, là, les êtres humains, ils veulent être entourés de gens passionnés qui veulent faire de quoi de bon, qui veulent avancer. Ben, c'est ça que le monde cherche. Fait que, moi, quand je vois un étudiant qui cherche la note, je dis pas, là, puis je suis pas déçu, là, mais ça me rentre pas dans la tête. Ouais, c'est moi avec le parcours peut-être que tu as vécu, puis ça te rejoint. Puis, tu sais, c'est bien correct parce que au final, ils vont contribuer certainement ou très fort probablement d'une manière. Mais je peux comprendre les manques de passion. Tu sais, comme j'avoue que quand tu arrives en première année, puis que tu vois 2-3 cours de maths de suite, puis tu vois pas où est-ce que ça te mène, j'avoue que ça peut-être, je veux pas dire démotiver, là, mais te faire poser des questions. Ouais, puis après ça, tu sais, c'est un peu normal aussi. Là, mais tu as abordé le sujet de projets personnels. Puis ça, je sais que tu en as beaucoup. Puis tu nous parlais, c'est ton shifter de vélo automatique. Comment ça marche? Puis c'est quoi, Mané? T'as-tu vu ça dans une revue? Puis t'as dit, je vais essayer de le faire. Non. Moi, une de mes grandes qualités, sans me vanter, j'ai de l'imagination. Puis que je fais des liens avec toutes sortes de choses. Fait que le lien que j'ai fait ici, c'est que moi, j'enseigne les moteurs électriques dans mon cours de mécatronique. Puis je dis aux gens, un moteur électrique, c'est un objet mécanique qui a une vitesse optimum de fonctionnement.
C'est-à-dire, il y a une vitesse là, à laquelle il prend le moins d'énergie, qui donne le plus de puissance. Puis, à force de dire ça chaque année, je me suis dit, un être humain, c'est une machine aussi. Puis, effectivement, sur un vélo, tu as une cadence de pédalage optimum. Puis ça, j'ai fait un lien, même ça vient du MIT, un étudiant qui disait, c'est bizarre, quand je tourne 100 RPM sur mon pédalier, là, je fais 20 km de plus sans être fatigué. J'ai retenu ça, moi. Là, j'enseignais les moteurs, là, j'ai fait le lien. Donc, un être humain a ça. Donc, j'ai fait un système sur mon vélo, qui mesure la vitesse du vélo, puis qui change constamment la vitesse pour que ta cadence soit la cadence que toi tu as choisie. Parce que la cadence, ça dépend de ton niveau de forme, de ta fatigue, tout ça. Par exemple, moi, c'est 70 RPM, donc je mets sur mon téléphone cellulaire 70 RPM. OK, c'est Bluetooth? Oui, c'est Bluetooth, le téléphone cellulaire. Puis, ce que je t'ai pas dit, il marche sans batterie. OK, il se recharge. Il y a un alternateur dans la roue. Il y a un super condensateur dedans. Parce que, tu sais, l'autre chose, un vélo, là, tu veux pas que ce soit de l'entretien. Moi, je me dis, quand je prends mon vélo, ça me tente pas qu'il soit branché dans la prise, puis que... Fait que là, moi, j'ai fait ça, super condensateur, ça fait qu'il se recharge par le mouvement du vélo, ça prend 10 secondes. Donc, tu roules 10 secondes, bing, il marche. Là, il communique avec ton téléphone, tu changes ta cadence, puis là, il change constamment la vitesse pour que tu restes à 70. Puis tu montes une côte, et il voit que tu ralentis, il change de vitesse, il garde à 70. Puis tu montes que tu es fatigué, tu baisses à 60, puis... Ça serait le fun à vélo, à la place de shifter, puis là, t'as comme un mais break. Tu peux le mettre manuel aussi. Okay. Sur le téléphone, j'ai un bouton manuel, donc je peux shifter comme je veux. Ou si je mets automatique, puis avec la cadence, il y a juste automatique. Ça, c'est de la mécatronique pure. Ça. Un char automatique, c'est ça que ça fait aussi. C'est à peu près ça. Okay. Fait que là, c'est ça. Donc, si tu veux garder ton RPM constant, ben, ce système-là, il marche pas... je dirais parfait. Il faudrait que je mette encore un petit peu de temps. Il shift pas à mon goût. Là. OK. Mais il shift quand même. Mais ça, mettons, un Shimano qui a été rétro-ingénieré, y a-t-il des pièces par-dessus ça? Ben, c'est vraiment juste comme t'es reparti du concept de derrière, t'en as refait un complet, puis t'as incorporé l'électronique. J'ai refait une partie de la mécanique. OK. Mais c'est à cause que Shimano ont bien caché leur jeu dans le... Si on veut tomber pas dans les détails, c'est un signal CAN Boss. Là, OK. Puis à cette heure, juste pour dire, dans un système Shimano, là, dans la batterie, il y a un microcontrôleur. Dans la manette, il y a un microcontrôleur. Dans le moteur, il y a un microcontrôleur. Puis dans le contrôleur, il y a 4 microcontrôleurs qui se parlent. Dans un vélo. C'est capoté. Fait que là, c'est sûr que là, si j'avais voulu faire vraiment pratique, là, il faudrait que j'aille le temps de le faire, il faudrait que je décode le CAN Boss pour pouvoir réutiliser toute la mécanique de Shimano, puis juste me faire un petit STM32 avec un programme dedans. Là. Donc, je suis rendu là, on va dire. Mais c'est ça, là, j'ai pas retravaillé dessus, là, mais c'est ça, je vois, il y a des produits qui commencent à faire ça. Okay. Mais ça vient de moi, là. Mais tu sais, c'est fou, puis tu sais, j'imagine le nombre d'idées que tu dois avoir quand tu marches dans la rue, ça doit être capoté, tu sais, sur le nombre de patentes à faire. Une fois que tu as découvert la mécatronique, moi je trouve que c'est ça, c'est que tu sais, il n'y a plus de boîte noire de dire ça me prendrait quelqu'un en électronique puis je pourrais faire ça, ou c'est-tu impossible de faire ça ou c'est pas impossible, tu sais, mesurer l'intensité du soleil. Tu te dis ça existe-tu? Puis de manière tu ramasses un petit capteur de rien que tu mets là, puis c'est fini, mais quand tu le sais pas, tu le sais pas. Là, mais regarde, tu sais, avec un marteau, là, tu peux faire un cabanon, une maison, un condominium, un hôtel. Ben, avec un STM32, c'est la même chose. Tu peux faire des miracles avec ça. Tout à fait. Mais il faut que tu apprennes à l'utiliser, le marteau. Tout à fait. Okay. Puis ça, tu sais, parce que je veux qu'on ait... je pense qu'on est déjà quand même rendu... On a fait un petit moment, mais c'est une conversation qui est vraiment incroyable, honnêtement. Là. Il y a une autre affaire que je trouvais qui était vraiment intéressante, là, c'est le projet Atlas. Que, tu sais, moi, tu sais, j'en avais déjà parlé un peu avec toi au préalable, là, mais tu sais, j'avais vu qu'il y avait des articles là-dessus aussi. Puis, admettons, à ce jour, on en est rendu. Tu sais, si tu veux le présenter, admettons, dans une conférence demain matin, là, tu sais, comment tu le présenterais, admettons, en 2 minutes? Ben, Atlas, là, c'est un projet large, là. On était 1, 2, 3, 4, 5, 6 professeurs. Puis on avait chacun un sujet différent, là. Mais le but de tout ça, là, c'est pour les véhicules électriques. Alléger les véhicules électriques. Plus ton véhicule est lourd, moins il peut aller loin avec la même batterie. Je le résume assez rapidement comme ça, là. Donc, BRP,
ils veulent alléger leur véhicule. Une motoneige, là, si les motoneiges électriques sont pas encore viables, c'est qu'ils sont trop lourds. Ah ouais? Ouais. Ils font juste 100 km, là, puis on voit qu'il y a des compagnies que je nommerai pas je crois qu'ils ont fait faillite même, ou sont sur le... C'est entre autres à cause de ça, il faut innover. Il faut innover à ce point-là. Puis Atlas, c'était là, puis c'est là encore pour ça. Innover pour alléger les véhicules. Là, pour BRP, ça va être les motoneiges, les motos, les côte à côte. Puis qui dit, ils ont toutes sortes de projets assez sautés que je peux pas nommer. Là. Ouais, c'est ça, mais là, admettons, allégé, c'est ça. Est-ce qu'il y en a que tu peux nommer, admettons, dans le allégé, ça peut ressembler à quoi, admettons, tu sais, pour... ou c'est encore... Ben, allégé, ça, on dit allégé une motoneige, si on regarde comment c'est fait... Si on regarde une voiture, comment c'est fait, une voiture, c'est avancé par rapport à une motoneige, c'est monocoque. Donc, on cherche à faire des monocoques, mais sans que ça coûte 100 millions. Là. Donc, le monocoque, ce que ça veut dire, c'est qu'on cherche à aller chercher de l'inertie le plus à l'extérieur du produit possible. Donc, l'inertie, donc la tôle, il ne faut pas qu'elle soit au centre de la motoneige, il faut qu'elle soit plus à l'extérieur. Donc, autrement dit, le réservoir d'essence devient structurel, ton banc devient structurel, tout devient structurel. Il n'y a rien de gaspillé dans toute la structure. Exactement, c'est ça l'idée. Je comprends. Donc, c'est ça qui est visé. Puis, beaucoup de monde vise ça. Là. Puis là, comment, c'est là qu'il y a c'est là que la magie se passe. Comment tu te rends là, puis il y a des choses assez... tu sais, il y a comme le formage incrémental que je fais dans mon lab, mais tu sais, il y en a d'autres qui faisaient comme la conception par intelligence artificielle. Là. Donc, tu mets par exemple, tu dis, le pilote, il a sa main là, il a sa main là. Donc, tu mets 2 points avec les forces qui font tourner, puis les skis vont être là. Donc, tu fais juste les points que tu n'as pas le choix de mettre. Tu as des skis, des poignées, puis il faut que tu touches à la neige. Puis tu mets les forces qu'il y a là, puis tu envoies le logiciel, tu lui dis « Soumets-moi des façons de faire la motoneige qui correspondent à ces contraintes-là. » Puis il va te sortir 50 motoneiges, 50 formes de motoneige qui correspondent à ça. Puis là, il s'agit d'évaluer lesquelles sont fabricables, parce que si vous voyez à quoi ça ressemble, dans le fond, c'est intéressant, ça ressemble à des os humains. C'est bizarre, là. Ouais, des structures générées par intelligence artificielle. C'est des alvéoles. Donc, mes alvéoles, ça veut dire... Qui dit alvéole dit difficile à fabriquer. Ben, dit impression 3D. Oui, exactement. Mais impression 3D, qui dit impression 3D, dit dispendieux lent. Donc, c'est ça. Ça prend un truc encore plus rapide. Donc, dans Atlas, je ne sais pas s'ils vont faire ça, mais juste essayer d'accélérer le procédé de prototypage. C'est quelque chose. Puis, ce qui m'a fait une petite fleur, là, c'est que il commençait à regarder la technologie sur laquelle j'ai travaillé il y a 30 ans. Ah, ouais. Parce que c'est une technologie qui peut faire une couche à la seconde. OK. Ça, c'est mon prof qui a continué, là. Puis, pensez-y, une couche à la seconde, ça fait... ouais, c'est vraiment rapide. Une couche, c'est 100 microns. Donc, c'est 100 microns à la seconde qui monte. Donc, la pièce se fait très rapidement parce qu'eux autres, plus c'est lent, plus ça coûte cher. Donc, ils cherchent des façons viables. Là, ils en ont trouvé une, mais ils vont faire des pièces custom, entre guillemets, avec seulement. Ils ne feront pas de production nécessairement, mais on tend vers. Puis justement, tu sais, en tout cas, moi, pour t'avoir côtoyé dans la ou les dernières années, là, tu parles beaucoup d'intelligence artificielle. Tu sais, je pense que c'est quelque chose sur lequel tu martèles vraiment beaucoup. Puis, t'as-tu, je vais pas dire nécessairement dire d'autres exemples, mais tu sais, c'est pourquoi que ça te tient autant à cœur, admettons. Là, il faut que je fasse attention à ce que je dis ici, parce que j'ai une opinion, en tout cas, il y a une raison derrière ça. Non, je vais dire de façon scientifique, on va dire, c'est que les éléments finis, c'est ce que beaucoup, dans le milieu de l'ingénierie, beaucoup de monde ne jure que par ça, les éléments finis. Mais je me perçois que il y a un terme que je dirais pas, là, mais c'est ce qui rentre, c'est pas bon, ce qui sort, c'est pas bon. Donc, les éléments finis, c'est ce que tu mets dedans. Puis souvent, ce que tu mets dedans, t'es jamais sûr. Tu sais, c'est la friction, même les propriétés des matériaux, le matériel qui est laminé dans une direction, tu mets pas la direction de laminage nécessairement, puis l'état, la condition du métal.
Donc, si ce que tu rentres dans ton élément fini est pas bien connu, ben, à quoi tu peux t'attendre comme résultat? Ouais. Fait que moi, je crois que, ben, en tout cas, pour le procédé sur lequel on travaille, là, si on voulait le faire par élément fini, probablement, il ne serait pas fiable, ben, plus ou moins fiable. On a eu des démonstrations comme de quoi il peut être fiable. Mais pour faire le calcul de ce qu'on fait, là, ça prendrait 1 mois pour faire une petite pièce. Là. 1 mois. En temps de calcul, ça? Ouais. Là, nous, par intelligence artificielle, ben, on l'a fait en 3-4 heures, sans trop réfléchir. Parce que elle a appris des erreurs qu'on a faites, puis ça s'ajuste. Puis dans le fond, elle regarde la réalité. L'intelligence artificielle regarde quelque part la réalité qu'on lui a donnée. Puis elle dit, moi, c'est cette réalité-là que j'ai, donc ça devrait être ça la sortie. Si c'est pas ça, ben, il se réajuste. Puis en bout de ligne, il devient vraiment bon. Ce qui n'est pas le cas des éléments finis. Donc, les éléments finis, on reste. Puis, supposons qu'on change un paramètre, il faut repartir pour 1 mois. Imaginez-vous comment ça coûte un ordinateur 100 cœurs. 100 cœurs, ça veut dire 100 processeurs. CPU, ouais. Qui calcule pendant 1 mois comment ça coûte. Donc, c'est sûr, l'intelligence artificielle, celle qu'on utilise, en tout cas, elle n'est pas c'est gourmand, mais pas jamais autant que les éléments finis. Donc, c'est un peu le fond de ma pensée, c'est ça. Mais tu sais, toi, mettons, moi, c'est où est-ce que ça t'est apparu comme une solution viable, parce que tu n'as pas un background qui est là-dedans. Là, c'est quand est-ce, à un moment donné, que tu t'es dit, mais ça a l'air pas plus, c'est un de tes étudiants qui t'a approché avec cette idée-là, puis que tu as comme acheté l'idée un peu? Ou... Oui, il y a un de mes étudiants qui est arrivé avec ça. Mais, tu sais, moi, je suis abonné au MIT Tech. Donc, MIT Tech, c'est la revue du MIT, puis ils disent tous les développements qu'ils font. Fait que moi, je lis ça, là, chaque 2 mois, je la reçois, je la lis. Puis le sujet du jour, là, ces temps-ci, là, il parle beaucoup d'AI, tout ce que ça peut faire. Puis moi, je vois ça. Puis quand un de mes étudiants m'en parle, puis ce que je dis aussi à mes étudiants qui m'en parlent pas, je dis, tu sais, ton cours de gradué, moi, je te conseillerais d'aller faire un cours d'intelligence artificielle juste pour ramener ça dans le lab. Mais dans le fond, c'est ça qui est arrivé avec les étudiants qui sont là en ce moment. Là. Je leur ai suggéré, je n'ai pas forcé, suggéré d'aller faire le cours d'apprentissage machine pour qu'ils viennent l'appliquer dans le lab. Puis ils ont acheté l'idée. Ah ouais. Puis ben, on s'est convaincu. Mutuellement convaincu. Ouais. Parce que ce qui est étrange dans ce qu'on a fait, là, c'est que ça fait quand même 5 ans qu'on a commencé la machine. Puis l'intelligence artificielle, c'était pas si populaire que ça il y a 5 ans. Mais notre premier étudiant, là, il faisait de l'intelligence artificielle, mais en lui. C'était son intuition, son jugement. Il disait, là, on devrait changer les paramètres, faire ça. Ah, OK, ouais, je comprends. Puis, là, disons, on forme graduellement. Là, il regardait la forme. OK, selon la forme, là, on devrait faire ça de même. Ben, ce qu'il faisait, là, maintenant, c'est de l'intelligence artificielle qui fait pratiquement la même chose qu'il faisait là. Par intuition, des intuitions éduquées, là. Ouais. Pas au hasard, là. Mais comme un AI. C'est ça. Mais tu vois, naturellement, on avait commencé à faire ça avant que ça commence. Fait qu'à quelque part, c'est comme la suite logique puis plus méthodique, on va dire, d'aller faire ça. C'est exactement ça. Je plus méthodique. J'avoue que ce qui me dérangeait un peu, je me disais, ouais, quand l'étudiant va graduer, ouais. je vais-tu avoir le même jugement que lui? Non, faut que tu aies ligne 620 dans le tel script, puis là, tu changes, c'est .32 à .34, genre. Ouais. Pourquoi? Bon, parce que ça a l'air de bien marcher. OK. Mais l'intelligence artificielle, elle remarque tous ces détails-là. Mais l'autre chose, c'est que ce que je comprends de plus en plus, c'est que ce que cet étudiant-là faisait au début, c'est là que on voit que le cerveau humain est limité. Donc, il pouvait le faire avec 2-3 paramètres, mais impossible de le faire avec 10. Maintenant, on peut le faire avec 10 paramètres. Puis donc, on peut considérer plus d'éventualités. Puis, c'est sûr, ça dérange un petit peu la communauté scientifique de ne pas avoir d'éléments finis. Mais je pense de plus en plus, c'est accepté puis acceptable. Puis dans les entreprises, admettons, c'est encore répandu, tu sais, comme toi, quand... Tu sais, on parlait tantôt de rester à jour avec la technologie. J'imagine, des fois, tu vas visiter des entreprises et tout. Ah oui, ça, c'est important, ça. Puis j'imagine qu'ils doivent, tu sais, t'en parler, ils doivent dire du AI. C'est sûr qu'ils doivent le mentionner souvent, là, parce que pour rester compétitif, comme tu dis, s'il y en a un qui fait un meilleur produit, moins cher, grâce à de l'AI, t'as pas le choix quelque part aussi d'en faire, là. Mais ça, dans le fond, il faut être... moi, c'est ma personnalité.
je suis ouvert à toutes les informations qui arrivent, que ce soit de l'université, dans la rue, mes amis, les étudiants. Je mets tout ça ensemble, ces informations-là. Puis, dans le fond, moi, je fais de l'AI naturellement. Alain Quirodo, l'AI naturel, ça pourrait être ça le titre du podcast. Mais sans trop savoir. La AI, dans le fond, là, ben, c'est mon opinion philosophique, on va dire. C'est un peu c'est ça l'intuition. Quand on dit quelqu'un a de l'intuition, là, c'est qu'il a pris tellement d'informations de l'extérieur, son cerveau l'a processé, puis il dit, regarde, c'est ça qu'il faut faire, je sais pas trop pourquoi, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est ça, là, l'intuition. J'avais jamais vu ça de même, mais c'est l'intelligence artificielle, c'est ça. Fait que l'AI, c'est comme une intuition, mais que tu peux paramétrer. Ouais, puis de façon organisée, puis plus prédictible. Mais un être humain, ce qui est inquiétant, c'est que s'il continue, ça va ressembler drôlement à l'intuition humaine, ce qui va se passer. Ça fait peur aussi un peu, les AI, quand même. C'est mal utilisé. C'est mal utilisé. On va se contenter des petits robots jaunes en mécatronique pour l'instant. Non, mais toi, t'avais-tu d'autres questions? Là, il y en a plusieurs qu'on n'a pas passées. J'ai l'impression que ce podcast-là, il aurait pu durer 2 heures. Mais on fera une version 2. Mais ça, vous avez fait l'erreur de demander à quelqu'un qui a de la jasette. Non, au contraire. Moi, je parle. Ma conjointe m'a dit que je parle pas beaucoup. Oui, il dirait ça, elle ne me croira pas. Mais il y en a une qui me surgit, là. Tu dirais, c'est quoi l'impact d'avoir vu l'électronique évoluer? Tu sais, mettons, nous, on a grandi avec ça, mais on avait déjà... Tu sais, moi, j'ai eu un iPod Touch quand j'avais 10 ans, mais j'ai pas vu comment ça a évolué, puis c'était quoi au début. Je pense à mon père aussi, qui il aime beaucoup l'électronique, puis en quoi ça t'a aidé après aujourd'hui à comprendre, puis j'imagine que c'est un avantage par rapport à nous. Non, moi je pense que vous avez un avantage par rapport à moi. Moi, je suis parti de loin longtemps, là. Il y avait l'électronique, c'était des transistors avant avec des condensateurs inductance, puis tu faisais un ampli, là. C'était ça, là. Vous autres, vous êtes nés avec ça, puis vous voyez les possibilités, tout ce que ça peut faire. Moi, il faut que je travaille, il faut que... Okay. Ça vient pas de mon... Tu sais, ce qu'on a vu dans notre enfance, là, c'est comme si... Ça nous est plus inné. Ouais, c'est ça. Vous autres, ça vient naturel, mais... Moi, ce que j'ai de plus que vous autres, c'est que moi, il a fallu que je fasse un effort. C'est comme, il faut que ce soit facile, mais ça implique souvent un effort. Puis, mais c'est là que je trouve que nous, notre effort, nous, on a juste eu l'interface, puis on n'a pas eu besoin de le comprendre derrière. C'est plus là que ma question vient. Alors que toi, tu as vu tout ce que derrière. Ça se transforme en intuition. C'est ça. Mais moi, ce que je vois, par exemple, c'est que... C'est une bonne question, ça, parce que... Tu sais, quand j'ai commencé à programmer un microcontrôleur, c'était en langage machine, OK? Tu sais, faire 1 plus 1, ça prend 5 lignes de programmation. C'est ça qui est en arrière de ça. Mais là, ce qui s'est passé à l'industrie, c'est qu'on a mis une couche par-dessus, on dit hey, on va faire ça en C. Donc là, le C, tu le compiles, ça fait du langage machine. Puis là, j'ai fait du C ici à l'université pendant 20 ans pour ça. Puis il y a 3 ans, je me suis aperçu, oui, c'est du C, mais c'est du C++ haut niveau, où là, t'as plus... C'est ça qui est plate à dire, t'as plus à connaître ce qui se passe en arrière, mais ça devient une faiblesse. Donc, la façon de programmer le robot maintenant, là, si je faisais pas attention dans le cours, là, les étudiants, ils sauraient rien de ce qui se passe en arrière. Ils sauraient rien de ce qui se passe en arrière. Puis ça, c'est une faiblesse. Mais il ferait fonctionner pareil le robot. Là. Parce que c'est rendu haut niveau. Donc, on dirait plus ça avance dans les années, plus la base reste la même, ça change pas. C'est un langage machine, c'est C++ avec des... Puis là, ça s'appelle des fonctions HAL, c'est Hardware Abstract Layer. Layer. C'est exactement ça. Puis ça, c'est des fonctions que tu fais juste appeler, puis ça remplace des dizaines de lignes de code en une fonction. OK. C'est le même qu'on le programme maintenant, mais je leur montre quand même l'ancienne façon, là. Ouais. Parce que l'ancienne façon, tu comprends ce qui se passe en arrière. Mais la nouvelle, non. C'est là que je trouve qu'on a peut-être un désavantage. Ouais, là, oui. Puis là, même avec l'AI, c'est une autre couche que tu rajoutes par-dessus ton oignon. Ça, c'est vrai, ça. Fait que là, avant de se rendre à la base de comment... Parce que veut pas, notre esprit veut savoir le fonctionnement vraiment, je dirais, mécanique de l'électronique. Mais là, il y a beaucoup d'étapes à comprendre avant de se rendre. Mais quelque part,
moi, je crois que ce que vous allez vous apercevoir, c'est que les équipements deviennent tellement complexes, tu vas assumer que la base est là. Puis toi, tu vas te contenter du haut niveau. C'est comme Internet. pas le choix. Tu vas sur Internet, tu te demandes-tu quand ton browser il marche? Tu te demandes-tu l'adresse IP que tu vas parser? Ou tu sais, Google, là, c'est une place à Silicon Valley, puis ton message, il passe dans un pipeline en dessous de l'océan, puis il va le chercher. Donc, là, mais tu sais... Comme il disait il y a bien des années, des siècles, faut pas réinventer la roue. Donc... Oui, tout à fait. Faut garder ça simple, mais faut pas la réinventer. Donc, tu vois, on a évolué ici en mécatronique. Là, on est rendu haut niveau. Puis, t'es pas obligé de comprendre, mais quand tu comprends pas la base, puis qu'il y a un problème, là, t'es mal pris. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai gardé une petite base quand même. Donc, je force les étudiants à le programmer old-fashioned, là. Puis après ça, je dis, gars, ça c'était old-fashioned, mais maintenant, on y va au niveau, puis c'est ça. Donc, c'est une bonne question, parce que moi aussi, je me suis posé la question que c'est... Puis même, cette année, j'ai eu la question, un étudiant, il me disait, ouais, le livre de mécatronique, il date de 2014, ça commence à être vieux. Je dis, ouais, 10 ans, ça peut sembler être vieux, mais c'est dans le livre, il parle de la base. Donc, si tu veux comprendre ce qui se passe quand tu as un problème, il faut que tu retournes à la base. Ça va toujours être d'actualité, à moins qu'on réinvente la roue. Là, c'est ça. Donc, la base, l'exemple classique, là, c'est comme une maison, c'est ta fondation. Là, si elle n'est pas forte, ça ne prend pas un gros tremblement de terre pour mettre ta maison à terre. Là. Ah ouais. Donc, mais si elle est forte, tu peux réagir puis garder ça ensemble. Je rajouterais encore plus en mécatronique parce que tu as des erreurs qui viennent et de ton code et de la manière que tu utilises les composantes. Parce que tu sais, le signal, il n'y a rien de parfait, il n'y a rien qui marche exactement, parfaitement comme tu veux. Puis oui, il y a possibilité qu'il y ait des glitches. C'est vraiment, des fois, on lance le mot glitch, mais c'est une erreur de code, mais là, de vrais glitches. Puis là, c'est là que ça prend une connaissance plus approfondie, justement, parce que sinon, ton problème, tu n'y arriveras pas à bout. Ce qui peut vous intéresser, c'est que j'en parlais cette année, là. Moi, j'ai un ami qui il est rendu vice-recteur à Waterloo. Puis lui, ils ont un département de génie système. Je dis, génie système, c'est quoi ça? Je pense que c'est les seuls au Canada à avoir ça. Mais c'est qu'il va y avoir une demande pour des ingénieurs mécaniques, ou entre autres mécaniques, qui sont capables de gérer un système. L'électronique, la programmation, la mécanique, tout ça ensemble, c'est un ingénieur système, ça. Ouais. Fait que la mécatronique, c'est comme si c'est les ingénieurs qui veulent effectivement devenir... tu deviens indispensable dans une entreprise. C'est toi qui es en haut, là, qui connais tout ce qui se passe en bas. Là. Parce que mettons ici, pour comprendre un système, là, ça en prend un mécanique, un logiciel, un électrique. Ouais, c'est ça. Plutôt qu'un qui les a un peu toutes. Tu sais, comme à Waterloo, eux autres, ils ont compris ça. Puis je sais pas si c'est bon ou pas bon. D'après moi, ça doit être bon, parce que Waterloo, ils font pas n'importe quoi. Mais ils ont un ingénieur système, ce qui est un peu ce qu'on fait ici dans nos cours options comme ceux-là. Là. C'est vraiment intéressant, ça. Ouais. Puis, ils donnaient toutes sortes d'anecdotes. Ils basent leurs cours, des fois, sur la stratégie des fourmis. Ah ouais? Une fourmi, ça fait rien. C'est même un QI de, je sais pas, on va dire 1. Mais prends 1000 fourmis. Ils sont capables de faire une fourmilière avec une zone avec la nourriture, une zone qui bâtisse, une zone qui vont faire des ponts pour faire passer les autres. Ah, c'est incroyable, des fourmis. C'est ça le système. T'as-tu déjà lu Les fourmis de Bernard Weber? Non, mais je devrais peut-être. C'est vraiment... Moi, c'est un des livres que j'ai le plus aimé ever. Là. Imagine-toi, un génie système, il enseigne ça. OK. T'es fait pour être un ingénieur de système, mon pote. Peut-être. Je sais pas qu'est-ce que ces podcasts-là pourraient m'amener, mais ça va peut-être faire un changement de carrière. Mais ce qu'il faut faire attention quand on parle de ça, c'est comme si on disait qu'un ingénieur de base, c'est un nul, mais ensemble, on n'est pas nul. C'est pour ça qu'il faut que tu dises c'est bon dans tout, meilleur dans rien. C'est ça. T'es condamné à être bon dans tout, meilleur dans rien. Mais ça permet que tu es capable de faire de l'intégration, mais tu n'es peut-être pas capable de faire du développement. Ouais, il y a ça. Fait que c'est quand même... Fait que je pense que c'est de pondérer un peu. Mais vous le challenge pour vous autres, si je peux donner un petit conseil de même, c'est les systèmes vont devenir tellement complexes, vous n'aurez pas le choix et d'être des petits ingénieurs système quelque part, puis travailler avec d'autres domaines, être capable de travailler avec des gens dans d'autres domaines. Mm-hmm. Fait que inscrivez-vous en mécatronique puis en FAO, puis honnêtement, pour l'avoir fait les deux, là, il y a définitivement une séparation qui va se créer, comme je pense que tu mentionnes si bien, entre quelqu'un qui l'a fait et qui l'a pas fait. C'est que
tu peux plus parler le même langage parce que, tu sais, aussitôt que tu te mets à incorporer de l'électronique, il y en a un que tu sais, tu viens avec de l'intuition, comme tu dis, par rapport à combien de temps ça pourrait prendre, qu'est-ce que ça représente, c'est difficile, c'est nanana. Fait que t'as déjà tout ce bagage-là versus l'autre, c'est comme, OK, ben là, il faut qu'on contrôle un moteur de même. Puis t'es comme, ouais, mais quand, tu sais, mettons, ça se fait pas, nanana. Fait que tu deviens, je trouve, avec un beau bagage pour... Ben, moi, je trouve ça important, mais comme je dis, je prêche ma paroisse. C'est aux étudiants de décider si... Je prêche pour la même paroisse. C'est bon. Paul, t'auras pas le choix aussi. Puis en passant, quand je dis le mot paroisse, on rit de moi, parce que c'est un terme d'un autre temps. Ah ouais, moi, je t'entends ça, prêcher pour sa paroisse. Non, mais une paroisse, c'est un terme d'un autre temps. Là. Ouais, mais à cette heure, c'est des districts et... des comtés. des comtés. Ouais. Une paroisse, ça n'existe plus. C'est de mon temps, ça. Bon, ben, sinon, toi, Paul, je pense... Je pense que ça fait le tour, là. On a déjà... Ben, ça fait le tour. Moi, je pense que j'en aurais fait encore plus, mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est parce que sinon, on va passer l'après-midi ici, là. Fait que, Alain, honnêtement, merci énormément d'être venu passer ici. Je trouve que ton histoire, tout ton MIT, ça a été vraiment, vraiment super intéressant. Ah, c'était vraiment, il nous reste encore presque la moitié des questions qu'on n'a pas passées, mais c'est juste parfait, là. J'ai trop parlé, là, mais... Non, vraiment pas. Non, mais vraiment j'espère que ça peut inspirer des gens qui ont un manque de motivation, ou je sais pas. Ben, c'est le but du podcast, quoi. Je nous le souhaite aussi. Ouais, j'espère, je trouve que c'est une belle initiative, vous avez, de faire parler des gens, parce que il n'y a rien de mieux que de savoir c'est quoi de savoir l'histoire ou le passé pour mieux préparer notre avenir. Du Winston Churchill, Mais c'est vrai. Oui, ça pour ça. Notre dernière question, c'est tout le temps, ça serait quoi un truc vrai. que tu peux donner aux étudiants? Mais je pense qu'un point qui m'a marqué que tu as parlé, c'est la passion. D'aller chercher sa passion puis de cultiver ça. Je pense que ça pourrait être dans un optique différent. Là, mais je pense mais tu sais, la passion aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est pas tout le monde qui est passionné des vis, des engrenages, des moteurs électriques. Mais des fois, c'est la passion de servir la société. Tu sais, je veux faire quelque chose de bien qui va être utile. Tu sais, la passion, ça a différents niveaux. Donc, parce que je peux comprendre que sur 120 étudiants en génie mécanique, on n'a pas toute la passion pour l'acier puis l'électricité. Mais il faut trouver quelque part, il faut trouver où est-ce que je vais me sentir que je fais ma contribution. Tu sais, où ma contribution? Mais c'est pas facile, je veux dire, moi je la cherche des fois encore. Puis de joindre passion à contribution. Ouais, ça là, philosophiquement parlant, si vous le trouvez là, vous avez réussi. Vous avez réussi. Ce serait le concept. Puis ça, je vais me rappeler de celle-là. Joindre de contribution à passion. Ça, là, si vous réussissez ça. Moi, j'ai de mes anciens amis, c'est mes amis, là, qui sont devenus motivateurs dans la vie. Là, puis j'avoue que leurs statistiques étaient pessimistes. Ils disaient que 5% des gens réussissaient à faire ça. Mettre leur passion dans leur vie, gagner leur vie de même, là, puis être bien dans ce qu'ils font, là, 5%. J'espère que c'est pas trop compliqué. Tu demandes au monde, t'as-tu hâte de prendre ta retraite? Ouais, c'est ça. Puis le monde qui dit, je suis pas capable de prendre ma retraite. Normalement, tu parles à du monde passionné, puis le monde qui dit, l'année prochaine, je prends enfin ma retraite. Ou ils disent, je prends un job en fonction de prendre ma retraite le plus vite possible et le meilleur fonds de pension. Là, tu sais, c'est un choix. Je veux vraiment pas juger en disant ça. Je sais que ça peut être un peu controversé, mais dans le sens que, tu sais, c'est réalistiquement, quand tu regardes ça, à quelque part... j'ai souvent la question, puis moi je dis, je pense même pas à ça encore. Je sais même pas c'est quoi, qu'est-ce qui m'attend après la retraite. Je sais même pas, j'ai même pas regardé. Bon, super. Merci énormément d'être passé, Alain. Vraiment, on a adoré ça. Bonne continuation. Merci beaucoup.